Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À travers champs, votre émission donc en direct du studio du Siècle Vert, pavillon 4 au Salon international de l'agriculture à Paris. Et je suis toujours en la charmante compagnie de Thomas Glavieux. Bonjour Thomas. Bonjour Hugo. Au programme aujourd'hui, Thomas, il y aura les deux jumeaux les plus célèbres de France. Igor et Grishka Bogdanov seront avec nous à partir de 11h30. Et puis la directrice de l'Union des industries pour la protection des plantes, Eugénia Pomaré, sera également notre invitée. Elle répondra aux questions de Manon Blangis, Yanis Darras et de Axel Rebaud. Et puis, comme hier, Thomas, dans À travers champs, nous mettrons à l'honneur deux régions françaises. Effectivement, deux régions, et les deux régions qui sont à l'honneur ce dimanche sont la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis ensuite nous parlerons du Grand Est. Et ces deux coins de France ont un point commun, puisqu'ils viendront nous présenter du vin. Ce sera deux spécialistes viticoles, et oui Hugo, deux spécialistes viticoles, une sommelière et un vigneron. On aura largement de quoi s'amuser. Mais avant tout ça, Lison Delov viendra nous présenter un petit animal. Encore un gros programme du côté du Hall 4 ce matin. Ouais, ce sera une petite boute de poil très mignonne, vous allez voir. Durant toute l'émission également, Alban Gamet de Saint-Germain, notre reporter, se vadrouille dans les allées et les couloirs du salon. Et puis il pourra vous le faire vivre. Voilà, vous vivrez ce salon de l'agriculture grâce à lui, au plus près des explosants, au plus près de la gastronomie et puis surtout au plus près des bêtes parfois. Évidemment, n'hésitez pas à réagir à l'émission sur les réseaux sociaux. Thomas, il suffit d'un seul hashtag, c'est le hashtag Siècle Vert, bien entendu. Vert. Eh bien, je pense que Thomas, quasiment tout est dit. On peut commencer. Tout est prêt, et puis j'ai très envie, comme tout le monde, de commencer. Allez, c'est parti. C'est parti. Bonjour Théo Grévin. Bonjour. Alors Théo, vous, avant donc d'entamer notre émission à travers champs, vous nous faites un petit récap en fait de ce qui s'est passé hier pour l'ouverture de cette 57e édition du Salon de l'Agriculture. Alors il y a eu, on le sait, le passage du président de la République Emmanuel Macron, mais pas que ça. Oui, dès 8h du matin hier, quand le chef de l'État a lancé cette 57e édition du Salon de l'Agriculture, s'en est suivi plus de 13 heures de visite dans les allées du salon. Emmanuel Macron a cherché à rassurer les professionnels du secteur agricole, des professionnels inquiets pour leur avenir, d'autant plus que le président revenait de Bruxelles, où il n'avait pas réussi à trouver un accord avec les autres pays européens concernant la PAC, la politique agricole commune, qui rapporte 9 milliards d'aides européennes à la France chaque année et qui contribue grandement à l'équilibre de cette profession. Et beaucoup d'autres sujets ont quand même été abordés par le président. Oui, entre quelques poignées de main et selfies, le chef de l'État a dû répondre aux inquiétudes des viticulteurs, très inquiets car ils sont touchés par des sanctions douanières américaine. Il réclame 300 millions d'euros de compensation. Le président s'est engagé à porter la demande d'un fonds de compensation auprès de l'Union européenne. De l'inquiétude liée aussi au Brexit, avec des pêcheurs qu'il a rencontrés en fin de soirée et qui risquent de perdre une partie de leurs revenus. Il les a prévenus qu'il n'était pas sûr de pouvoir trouver un accord global avec le Royaume-Uni d'ici la fin 2020. Et sinon, globalement, la visite du président s'est passée dans le calme. Oui, puisque même si les échanges étaient parfois musclés, le chef de l'État s'est montré disponible et à l'écoute. Beaucoup de visiteurs l'ont remercié et lui ont souhaité bonne chance pour la suite du quinquennat. Il a aussi discuté et promis à une manifestante présente de la recevoir à l'Élysée si elle structurait un groupe de gilets jaunes. Au total, donc, plus de 13 heures de visite dans les allées du salon. C'est 1h30 de moins que l'an passé. Emmanuel Macron qui n'aura pas dépassé le temps de Jacques Chirac, qui passait parfois plus de 16 heures ici et qui fait l'objet cette année d'une exposition en photo qui retrace quelques anecdotes de ses nombreuses visites au Salon de l'Agriculture. Et on termine donc avec les résultats de la finale du concours des jeunes bergers. Oui, 39 jeunes bergers et bergères âgés de 16 à 24 ans étaient venus conquérir le titre de national de meilleur berger. Et c'est Théo Berle, un berger du Lot, qui remporte cette 15e édition. Eh bien, bravo à lui. Et puis merci Théo Grévin donc, d'avoir fait ce récap. On vous retrouve dès demain dans À travers champs. Merci Théo. Vous le savez, à travers champs, on adore dans cette émission vous montrer tous les plus beaux animaux du salon de l'agriculture. Il y a énormément de mammifères, des gros comme des petits. Et c'est vrai qu'en général, on commence toujours un peu par la mignonnerie. Notre tradition nous dit forcément à chaque fois de prendre un lapin. C'est ce qu'on a fait hier pour la première émission donc en direct du salon de l'agriculture. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas un lapin, c'est un autre rongeur qui est mis en lumière aujourd'hui dans À travers champs.
Thomas Glavieux, vous êtes avec Lison Dello. Effectivement, ce n'est pas un lapin aujourd'hui, puisque Lison est avec Édouard Gendrin, qui est un éleveur venu nous parler de cochons d'Inde ce dimanche. Voilà, expliquez-nous tout cela. Eh bien, je vous présente Édouard Gendrin, donc, qui est éleveur depuis 10 ans maintenant, même plus de 10 ans, entre 10 et 15 ans, on ne sait pas trop pour le moment. Et il est venu accompagné d'un petit cochon d'Inde. C'est un Californien rouge. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu ? Alors, il existe différentes races de cochons d'Inde et celui-ci est effectivement un Californien rouge. Alors, Californien, non pas parce qu'il vient de Californie, mais parce que sa coloration, c'est-à-dire ce museau noir, les pattes noires et les oreilles noires, correspondent au même patron de coloration qu'un lapin californien qui porte donc le même nom. Et le reste de la couleur du poil est rouge, donc une espèce de ton acajou ou brique. Et donc, c'est un animal qui est élevé donc, pour sa beauté et pour la compagnie également, puisque c'est un rongeur diurne, donc qui est tout à fait adapté à la compagnie et donc à la présence d'enfants aussi. Et on sait que tous les animaux ici sont notés. Quelle note il a eu, lui ? Alors lui, il a une note de 94,5, ce qui représente un animal moyen. Et cette pondération est accordée donc, selon différents critères, donc de morphologie, de masse, de coloration, d'intensité de cette même couleur, de forme de la tête, etc. Et donc cet animal a été un petit peu pénalisé par un manteau qui est dit un petit peu fumé. Il a un petit voile noirâtre sur le corps, alors qu'on aurait voulu un ton rouge intense. C'est la seule chose qui lui manquait pour être un bon animal, un premier de la classe. Voilà, c'est une des caractéristiques qui lui manquait effectivement pour avoir une note un petit peu plus élevée de 2 ou 3 points supplémentaires. D'accord. Et vous m'avez dit tout à l'heure qu'on l'appelait aussi cobaye. D'où vient ce nom ? Est-ce que ça veut dire que c'était avant un cobaye, comme son nom l'indique ? Alors c'est encore même actuellement utilisé comme animal d'expérimentation, évidemment pas celui-ci, mais c'est un animal d'expérimentation qui était largement utilisé dans le courant du XXe siècle, donc oui, comme cobaye pour différents types d'expérimentation. Et il avait ce nom initial par contre de cochon d'Inde, puisque c'est Christophe Colomb qui l'a trouvé en Amérique du Sud et croyant être arrivé en Inde, l'a appelé cochon d'Inde, alors que c'est un animal que l'on trouve à l'état sauvage plutôt au Pérou. J'ai une dernière question pour ma part. Dans quel environnement il a été élevé ? Alors ici c'est un animal qui est élevé par un éleveur amateur, donc un éleveur dont ce n'est pas la profession, et ce sont des animaux qui sont maintenus soit dans de grandes cages, soit dans des clapiers, donc avec une litière, du foin comme alimentation de base et une petite cabane pour s'abriter. C'est un animal qui ne grimpe pas beaucoup, qui est vraiment terrestre, donc, et son principal moyen de défense reste la fuite. Il ne présente pratiquement aucune capacité d'agressivité. On voit déjà là qu'il a un peu peur, il a l'air Très peureux, terrifié. très peureux. Dans son état normal, ça c'est certain. Est-ce que vous avez une autre question ? Oui, juste, puisque hier on a eu la chance d'avoir un lapin qui était tout doux, est-ce qu'on peut juste le toucher pour voir un petit peu Moi je l'ai déjà eu dans les bras pendant 20 minutes. Voilà, pour éprouver la qualité de la fourrure. Voilà. Et c'est comment Thomas Glavieux, du coup ? Supérieur. C'est comment Thomas Glavieux, Eh bien, du coup ? écoutez, si vous voulez voir du coup cette petite bête, vous me disiez tout à l'heure qu'ils ont presque tous été vendus, Oui. déjà adoptés plutôt. Mais celui-ci n'est pas à adopter, il est là pour les concours, pour être exposé. Donc si vous voulez voir notre cher ami que nous avons appelé Kobe, voilà. Ah bah voilà. On a Kobe Cobaye. trouvé un petit nom. C'est donc dans le hall 4, juste en face de notre plateau. Merci Eh bien, beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lison. On retourne avec vous Hugo. Voilà, merci donc à Lison Dello et à Édouard Gendrin de nous avoir amené cette mignonne petite boule de poil. C'était vraiment doux, Thomas ? C'était très doux. C'était très doux et d'une d'accord. qualité supérieure. Même. Un poil d'une qualité supérieure, comme d'habitude. En tout cas, à travers champs, en direct du 57e Salon international de l'agriculture. Ça continue, je vous rappelle, à 11h30, donc les frères Bogdanov seront sur notre plateau, Thomas. Et puis, juste avant, il y aura une autre invitée qui, elle, viendra parler politique. Effectivement, ce sera la présidente donc, de ce plateau qui nous accueille. Donc, voilà, mais avant, on va passer aux régions qu'on accueille aujourd'hui. Alors, on passera évidemment aux régions. Et oui, donc tout ça, c'est donc la continuité de notre objectif dans à travers champs. Vous présenter deux régions, deux régions de France métropolitaine ou des Outre-mer évidemment. Et aujourd'hui, donc, on rappelle vite fait les régions, Bien Thomas. sûr, on va tout d'abord partir en Auvergne-Rhône-Alpes, avec notamment deux produits.
du Saint-Nectaire et du vin. Oh. Et puis, Dès le matin, c'est assez bizarre. Oui, mais on est au salon de l'agriculture, c'est ce qui fait un petit peu cette ambiance, et c'est très très chaleureux de manger du fromage à 10h, vous verrez. Et puis ensuite, on recevra un petit peu du Grand Est, avec encore une fois du vin. Ce sera le point commun entre justement ces deux régions. Ouais. Et puis on aura de la Flamencuche. Donc voilà. Eh bien, moi, Tout je vous droit venu propose d'Alsace. carrément, Thomas, qu'on entame tout de suite la présentation de ces régions. Alors quand même, avant de manger et avant de boire, on va d'abord voir un peu de quoi on parle quand même, Thomas. Et on voit ça donc avec Angèle Louis. Chaque jour, Angèle, donc vous venez dans À Travers Champs pour nous faire le portrait un peu de ces régions qu'on met en valeur, avec des anecdotes assez insolites, Angèle. Oui, vous avez sûrement constaté ici au Salon de l'Agriculture la quantité de stands dédiés au vin. A Ouais. raison, puisqu'en France, une exploitation sur 5 est viticole, un ensemble de 85 000 vignobles que l'on peut admirer depuis la vitre de la voiture familiale quand on part en vacances. Mais quand vous passerez avec enfants sur les routes du Puy-de-Dôme, veillez à bien leur cacher les yeux au détour de l'exploitation de Crest. Là-bas, les vendangeurs ont pris l'habitude de faire la récolte nus. Nu, d'accord, totalement nu. Ok. Alors a priori, donc la vendange c'est au mois d'octobre. J'imagine qu'il doit pas faire hyper chaud. En Auvergne, notamment, c'est pas un climat méditerranéen. Non, bah, c'est même tout le problème. Il faisait 9 degrés au moment du lancement de l'édition. Le tout est organisé par la Fédération française de naturisme, forte de 2,6 millions d'adeptes en France. Ah oui, quand même. Mais ce matin-là, le froid n'a pu en séduire que 22 Ah courageux réunis pour une cuvée spéciale à destination de boutiques, de camps nudistes. Ça ne s'invente pas. Ouais, et donc les bouteilles en question se regroupent sous un nom, ça s'appelle Vert et Nu. Oui, alors le nom exact, entier, nu et sage. Mais justement, ce nu-là, on s'en doute. Le sage, par contre, la fédération y tient beaucoup. Le but de l'entreprise, c'est crédibiliser ce mode de vie, intégrer les cercles professionnels et le faire sortir des clichés et des plages du Cap d'Agde. Donc la prochaine fois que vous voulez y faire vos vacances en toute simplicité, Ouais. filez d'abord dans le Puy-de-Dôme pour y bosser un peu dans le plus simple appareil. D'accord, merci beaucoup Angèle Louis pour cette petite présentation de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans un instant, on va pouvoir justement découvrir un peu de cette gastronomie, ces produits, notamment avec Mathilde Couvillère-Flornois qui viendra donc nous présenter du Saint-Nectaire. Elle est avec Céline Daldin. Et juste avant quand même, on va continuer, Thomas, ce tour d'horizon, non pas de l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais cette fois-ci avec Alban Gamet-Saint-Germain. Mais quel plaisir de retrouver Alban. Il se balade. Il se balade toujours, Alban. Il est toujours en train de se balader dans le salon, rassurez-moi. Ah, normalement, ouais, il doit être... Ah bah justement, on vient de la voir Ben sur voilà, l'écran. regardez, il croque, Alban, il- ouais, les il fiches croque dans la ses bouche. fiches en même Alban temps. est en direct du Salon de l'Agriculture. Comment allez-vous, Alban? Eh bien écoutez, ça va très bien et comme vous l'avez dit, je suis donc dans le hall 3 où je me balade et forcément je suis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour démarrer ce petit tour d'horizon, on va parler de la lentille, cette plante cultivée depuis 10 000 ans, la viande du pauvre, c'est comme ça qu'on l'appelle, notamment en raison de ses qualités nutritives exceptionnelles et la tradition on mange des lentilles, on mange les lentilles le premier de l'an, en fait tout simplement pour apporter richesse et chance tout au long de l'année. Et là on va vous présenter donc, avec Marcel qui est juste derrière, qui est producteur de AOP, et on va vous présenter la lentille verte du Puy. Oui. Alors, vous m'entendez pas? Oui, on Ouais, vous entend. on Si, vous on entend vous pas entend. On beaucoup. vous Là, entend. on vous entend bien, donc restez On vous comme entend, ça, Alban. près de la caméra. Vous m'entendez? Bon, alors, on va. Donc, je continue, c'est bon. Exactement, allez-y. Ok. D'accord. Ok, impeccable. Et donc, je suis avec Marcel. Donc, comme je le disais, vous êtes producteur. Marcel, présentez-nous un peu vos produits et ce que vous faites. C'est un produit de la lentille, donc d'Arropelois. Et comme vous pouvez voir dans la film là, la zone d'appellation c'est la Arropelois. Donc c'est comme un grand vin. Et dans cette zone, on a la verte du Puy à Auvergne. Alors, attendez, il faut rapprocher le téléphone, c'est ça? Vous me dites? Non, allez-y, continuez. Vous entendez très bien. D'accord. Oui, donc Marcel qui présentait donc la lentille, Dans la Haute-Loire, la lentille avec la Haute-Loire. et dans la Haute-Loire, vous avez la zone d'appellation. Et donc voilà, donc Bien défini. ce que vous voyez en jaune, donc c'est ce qu'on appelle la zone d'appellation d'origine protégée de la lentille. Et là,
Et de la lentille verte du Puy, exactement. Et donc là, vous avez combien? Je vois qu'il y a énormément de... Alors, c'est toute la même lentille, sauf que dans la filière lentille, vous avez 3 acteurs. Vous avez une coopérative, c'est à peu près 50% du marché. Alors, il faut essayer de parler un peu plus fort. Voilà. Voilà, excusez-moi. Après, vous avez 2 privés, dont Madame Descartes qui fait 25%, et vous avez la maison Samaro qui fait à peu près 25%. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, mais donc, ce que disait Marcel, c'est que donc, en fait, c'est la même lentille, c'est juste qu'elle vient de différentes productions. Merci, Marcel. Après, juste pour finir, on est 700 producteurs. On emblâme à peu près 4000 hectares et pour une production à peu près de 250. Ça marche. Merci, Marcel. Et producteur et Pierre de Lettres. Producteur et Pierre de Lettres. Merci. C'est un excellent salon. C'est très important d'être fier d'être producteur. On continue. Alors forcément la région Auvergne-Rhône-Alpes c'est aussi le Lugano-Télimar, mais là je vous propose autre chose. Oubliez le Nutella, Hugo et Thomas. Je vous présente donc et bien avec Ludovic, Charles Choco l'artisan, et ce sont donc des pâtes à tartiner. Alors je vais répéter parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours des petits problèmes de son. Mais donc c'est une entreprise qui a été créée en 2009, ça fait 10 ans. Et je vois qu'il y a énormément de pâtes à tartiner. Vous avez combien de types? Je vais répéter. Dites-moi. Et donc 13, il y a 13 pâtes à tartiner différentes. Est-ce qu'on peut en goûter une? Allez, on va en goûter une, c'est le matin. Bien sûr, c'est votre petit déjeuner, Alban. Alors, donc là, on va goûter les noisettes avec des éclats de caramel et fleurs de sel. Voilà, donc Caracel. D'accord, c'est noté Caracel dessus. C'est noté... Vous avez vu, oui, il y avait noté Caracel dessus. Non, éclats de caramel et fleurs de sel. Mais donc du coup, Hugo vient de faire un titre au monsieur, vous pouvez lui soumettre l'idée. Hein. Pardon. Vous pouvez soumettre l'idée au producteur que Hugo vient de créer le titre de cette pâte, ça s'appellera la Caracel. Caramel et salé, c'est parfait. Voilà, alors je vais l'appeler le Caracel, caramel et fleurs de sel. Voilà. Ah bah oui, non mais j'avais pas vu en fait. Oui, je l'avais bien dit. Je l'avais bien dit. Je suis pas réveillé, Hugo. Écoutez, en tout cas, là, je viens de goûter justement donc Caracel et c'est super bon. Moi qui ne suis pas forcément très fan de tout ce qui est pâte à tartiner et tout, et c'est hyper léger, c'est très bon. Et honnêtement, je pense que c'est 100 fois meilleur que le Nutella. Donc oubliez tout ça, venez voir Ludo et Choco l'artisan, Charles Choco l'artisan. Pour venir à acheter de la pâte à tartiner, à mon avis, vous allez faire plaisir les grands et les petits. Et le prix Alban, pour une boîte de pâte à tartiner? Eh bien écoutez, je vois que le prix c'est 6 € pour les plus petites, je parle que voilà, les plus petits pots. Et en plus, si vous en prenez 4, si je comprends bien ce qui est écrit, c'est le tout est à 20 €. Donc honnêtement, allez-y, foncez. C'est le pavillon 3D 79 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Eh bah, pour le coup, c'est vrai que c'est pas cher hein, pour se faire une petite douceur sucrée. En tout cas, là, merci. On se fera un goûter. Ouais, rapportez-nous à manger, Alban, c'est bien, parce que là c'est le matin, on commence à avoir faim. Et oui, c'est vrai qu'un peu de sucré, ça peut être pas mal, évidemment. Alors, évidemment, en région Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a pas que du sucré, il n'y a pas que du vin, parce qu'on va en parler. Il y a aussi du salé, et puis il y a évidemment du fromage en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça tombe bien, puisque Mathilde Couvillère-Flornoy, vous venez aujourd'hui nous présenter un Saint-Nectaire, et vous êtes accompagnée de Céline Daldin. Bonjour. Bonjour. Oui, donc je suis accompagnée de Céline Daldin, productrice de Saint-Nectaire à Orcival dans le Puy-de-Dôme. Le Saint-Nectaire qu'on voit actuellement sur cette table. Le Saint-Nectaire, c'est un fromage fait avec du lait de vache et c'est très crémeux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est fabriqué ? Alors, le Saint-Nectaire, oui, allez-y. Je peux, j'ai le droit de manger. Sûr. Ah bah oui, c'est conseillé même. Ça, c'est chouette. Il y a 2 sortes de Saint-Nectaire. Il y a le Saint-Nectaire laitier et le Saint-Nectaire fermier. Le Saint-Nectaire laitier est fabriqué en laiterie avec un lait qui est collecté dans différentes exploitations de la zone AOP,
qui est ensuite donc un lait de mélange de différentes fermes, qui arrive en laiterie, qui est pasteurisé, puis transformé. Le Saint-Nectaire fermier, comme celui qui est ici, est fabriqué sur une seule exploitation avec le lait d'un seul troupeau, donc il y a la typicité de la ferme. Fabriqué de suite après la traite, c'est une de nos particularités. On transforme le lait chaud dès que la traite est finie, avec du lait cru. Et qu'est-ce que ça apporte justement au fromage de faire ça? Alors vous avez d'un point de vue nutritionnel, on peut avoir tous les bienfaits du lait cru aussi. Et puis le Saint-Nectaire, c'est un fromage, vous voyez, qui est quand même onctueux, crémeux, fromage du partage. Ouais, c'était la réflexion qu'on se faisait là à l'instant avec Thomas. C'est tellement fondant. Est-ce que c'est grâce à cette fabrication juste après traite que c'est si fondant que ça? En partie, et puis surtout à la technique d'affinage, puisque c'est un fromage qui est affiné minimum 28 jours. Donc plus le fromage est affiné et plus on aura un goût plus de forêt. Moins il l'est, plus on aura ce goût lactique, beurre, noisette. Voilà, il faut la bonne alliance entre les deux en fait. Qui a été trouvé là. En l'occurrence. Parfait, qui a été trouvé, tout à fait. Très bien. Et ce Saint-Nectaire, là, en ce qui concerne la croûte, parce que c'est vrai que moi d'habitude quand je mange du fromage, j'enlève très souvent la croûte. J'aime pas trop ça. Là, je l'ai gobé. Je l'ai gobé la croûte tellement elle est bonne. Et alors est-ce que vous la parfumez Non, comment elle est faite en fait, c'est un phénomène qui arrive naturellement au cours d'affinage en faisant définitive. Et le Saint-Nectaire, il faut qu'il ait une croûte ni trop épaisse, ni pas assez. Un fromage comme celui-ci, ça montre que c'est un fromage qui a été soigné, qui a été frotté, retourné par son affineur tout au long du process d'affinage pour qu'elle soit homogène et partout pareil en fait. Et effectivement, on peut la manger. On l'enlève ou pas selon les goûts. Mais personnellement, moi, je ne l'ai pas enlevée parce que je la mange et je trouve que ça amène une saveur particulière. Oui, c'est vrai que ça amène un arrière-goût, comme vous le dites, assez particulier. Combien de temps on met en moyenne, j'ai envie de dire, parce que j'imagine que ça dépend de la taille du fromage. Pour l'affinage? Ouais, pour l'affinage. Minimum 28 jours. 28 jours, minimum. Ah oui, quand même. D'accord. Et après, on peut aller au-delà, bien sûr. Vous faites que le Saint-Nectaire dans votre exploitation? Oui, nous, on est producteurs de Saint-Nectaire, donc on transforme notre lait matin et soir en Saint-Nectaire fermier. Et donc vous avez une exploitation familiale. Depuis combien de générations vous faites ça? Alors on est producteur de Saint-Nectaire fermier depuis pas très longtemps. Ça fait 3 ans qu'on est producteur de Saint-Nectaire fermier. Auparavant, la ferme familiale, on était producteur de lait à destination de Saint-Nectaire laitier en fait. Puisqu'on est dans la zone d'appellation Saint-Nectaire. Et là, on transforme depuis 3 ans et on accueille du public. On fait des visites de ferme pour expliquer comment on fait du Saint-Nectaire, comment les vaches sont traites. Voilà, on explique notre métier et les gens apprécient. Vous avez quel genre de visiteurs? C'est plus pour les enfants, les familles, on n'est pas ferme pédagogique, donc on ne reçoit pas forcément des groupes scolaires ni tout ça. C'est plus un public de famille ou alors des gens qui sont en vacances parce qu'Orcival, c'est très touristique. Donc du coup, on a pas mal de gens qui viennent en vacances, en week-end et qui en profitent pour faire le plein en fromage et qui du coup viennent voir comment on fait avant. Et au niveau de sa fabrication, de sa réalisation, est-ce que vous utilisez des normes qui sont bio ou est-ce que vous Alors, on est en zone de montagne, donc on a déjà la zone géographique on n'est pas labellisé bio, mais on a la chance d'être en montagne, donc on s'en rapproche énormément. C'est de l'air frais, quoi. C'est de Tout l'air à frais. fait, Frais tout à comme fait. votre fromage, en tout cas, Céline Daldin. Merci beaucoup d'être Merci à passée vous. sur le plateau du Siècle Vert dans À Travers Champs pour nous présenter ce délicieux fromage. Et merci beaucoup, Mathilde Couvillère-Florent. Un dernier mot, oui, à ajouter? Oui, on peut la retrouver si vous voulez goûter aussi le Saint-Nectaire dans le hall 3. Voilà. Dans le hall 3, voilà, au pavillon du coup, le pavillon des régions. Voilà. Donc Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Merci, Mathilde Couvillère-Florent. Alors, oui, encore, ça bouge un peu sur le plateau. Alors, on me dit qu'il est possible d'avoir une nouvelle collection avec Alban Gamet de Saint-Germain. Le vadrouilleur. Voilà, notre reporter qui est, pendant que notre plateau s'installe, voilà le devient prochain. un bar. Voilà, ça devient un bar, exactement, Thomas. En tout cas, ouais, Alban Gamet de Saint-Germain qui, voilà, nous, on a l'occasion dans À Travers Champs de pouvoir goûter des produits, de pouvoir goûter, voilà,
voilà, du vin, de la bière, énormément de produits issus de l'agriculture. Alban, lui, a la chance de pouvoir se balader un peu partout hein, et de goûter un peu tout ce qu'il peut. Et oui, il est donc en connexion avec nous. Il doit être du coup en train de faire une nouvelle dégustation, de nous présenter des producteurs, parce que Alban Gamay de Saint-Germain, on l'a dit Thomas tout à l'heure, est au plus proche des exposants, au plus proche des animaux. Voilà. C'est lui qui fait vivre ce salon de l'agriculture. Exactement. Nous, on a la chance de recevoir à chaque fois 2 producteurs par région, un en termes de boissons, un terme en matière d'alimentation chaque jour. Lui a la chance d'être au contact de tous ces producteurs, au contact de toutes ces personnes qui sont dans le hall 3 dans les différentes régions chaque jour. Et donc voilà, il peut nous faire vivre tout ça de l'intérieur. Même si évidemment c'est toujours bien de les recevoir sur notre plateau et de pouvoir un peu parler avec eux. Bien Alors entendu. Alban, est-ce que la collection est établie avec lui? On a... Alors... Est-ce que Alban mange toujours les feuilles à pleines dents? Non, alors non, on me dit que non, Alban n'est pas encore là. De toute façon, on va le revoir. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, on a plein d'autres choses à voir en attendant. Bah, pourquoi pas d'ailleurs, passons. Maintenant qu'on a vu la nourriture, passons à la boisson. Bah, bien entendu, il faut toujours passer à la boisson. Et c'est Mélodie qui est venue aujourd'hui en compagnie d'une sommelière pour nous présenter un panel de bouteilles. Caroline Deschla, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes sommelière depuis 8 ans. Oui. C'est ça. Et donc aujourd'hui, vous venez nous présenter 3 bouteilles. Donc on a de la clairette de Die et ensuite une bouteille d'Ardèche. Ah, alors, Mélodie, là on me fait signe que c'est bon. Le problème technique avec Alban est réglé. Après. On vient de me le dire. Du coup, Alban est là. Excusez-moi, Caroline, on reviendra évidemment. Non, ne partez pas, s'il vous plaît. De toute façon, on vous retrouvera. Alban vous retrouvera puisqu'il est en direct du Salon de l'Agriculture. Alban, vous êtes toujours devant les stands Auvergne-Rhône-Alpes? Toujours, Hugo. Et cette fois-ci, on va un peu s'hydrater. On va partir, je vais vous présenter, enfin c'est pas moi qui vais vous le faire, c'est Jean-Claude qui va vous présenter la boisson, la deuxième boisson la plus bue dans le monde. Je parle du thé, le thé qu'on retrouve sous différentes formes, le thé noir, le thé oolong, le thé vert, qui est bu donc mondialement. Et donc on va essayer déjà si Thomas peut vous montrer un peu le stand, l'étendue des produits qui sont proposés ici. Et si on peut essayer d'avoir Jean-Claude après qui arrive, et Jean-Claude qui va venir nous parler un peu de l'entreprise, donc l'entreprise Pagès. Jean-Claude, bonjour. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans le thé et l'infusion? Moi, il y a seulement 6 ans que je suis dans l'entreprise. Donc, je suis juste arrivé au moment où l'entreprise Pagès a décidé de relancer la marque parce que c'était une marque vieillissante. Et donc on a complètement changé le look de nos présentations de pack. Et par rapport au pack, voilà ce qu'on a commencé à sortir. Donc un pack une boîte cintrée qui amène l'élégance. Et là, on a recruté beaucoup de jeunes consommatrices. Et donc l'entreprise aujourd'hui est située au Puy-en-Velay. On a une centaine d'employés et on diffuse sur toute la France nos produits. Et on vient au Salon de l'Agriculture pour encore se faire connaître et encore plus. Donc voilà, donc avec 160 ans d'existence, puisque on a fêté le 9 octobre les 160 ans de l'entreprise et on a sorti une recette spécifique pour ça. Alors du coup, la recette spécifique, c'est une base de verveine, parce que la verveine, c'est l'emblème de la société, elle a démarré avec la verveine. Et donc on a rajeuni cette recette en mettant du gingembre, du citron, et donc une petite touche sur les 160 ans assez sympa. Et alors du coup, est-ce que déjà je vais pouvoir goûter? Ça c'est la bonne nouvelle. Et surtout en fait, aujourd'hui vous proposez combien de thés différents, d'infusions différentes? Donc aujourd'hui dans nos recettes, on a à peu près 650 recettes, donc on ne peut pas toutes les exposer. Mais majoritairement, on offre à peu près 200 recettes. Et on est diffusé dans différents réseaux, également dans les pharmacies, puisque Pagès a cette vocation d'avoir des plantes bien-être qui sont aussi médicinales. Hein, donc on est présent dans la pharmacie, on est présent dans l'hôtellerie, dans la grande distribution, les magasins bio. Et donc on veut accentuer encore notre présence par le biais du Salon de l'Agriculture, parce qu'on fait partie du patrimoine du Puy-en-Velay, 160 ans d'existence dans une petite ville comme nous. Je sais que
Monsieur Vauquier est très fier de l'investissement de la société sur notre petite ville. Et vous parliez justement de ses vertus pour la santé. C'est vrai que le thé et l'infusion, en fait, c'est reconnu pour bien soigner. Par exemple, les 2 ou 3 choses à savoir sur le thé ou les infusions pour la santé. Alors déjà, c'est pas un médicament, hein, on est bien d'accord. Hein, donc c'est le bien-être, les plantes. Il y a l'histoire, il y a des plantes qui sont indissociables de l'histoire. Je vais citer ne serait-ce que le romarin, qui est une plante merveilleuse pour nettoyer le foie. Donc là, on a la chance d'avoir des agriculteurs qui sont pas très loin de chez nous, dans la Drôme, qui nous fabriquent, qui nous cultivent ces plantes-là. On a du thym de la Drôme, qui vient, ça c'est du thym qui vient de Chaboy, un petit village proche de Valence. Donc là, on est vraiment revenu au terroir et la localisation des plantes. Nos boîtes sont fabriquées, parce que là, si je vais un peu plus loin, nos boîtes sont fabriquées à Saint-Étienne. Donc on travaille vraiment de manière très très locale. Donc voilà, c'est le tissu de la relation avec nos industriels proches, que ce soit transporteurs, etc. Mais, on est vraiment local. Merci beaucoup Alban Gamet de Saint-Germain d'avoir pu prendre ce petit déjeuner, parce que dans le pavillon que vous êtes, entre la pâte à tartiner et le thé, décidément... vous êtes dans votre salon, Alban. Voilà, c'est ça, vous êtes dans votre salon. Je vais goûter, je pense, le thé là, pour les 160 ans de l'entreprise. Je vous dirai comment c'était. D'accord, vous nous Merci direz beaucoup, comment Alban. c'est. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous ramener du thé, nous aussi. On a envie de se faire plaisir tout en améliorant sa santé, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Alban Gamet de Saint-Germain. Mais la gastronomie et la boisson, ça ne s'arrête pas dans À travers Champ Thomas. Et puis c'est lié, surtout. C'est lié, C'est évidemment. surtout très lié. On avait commencé il y a quelques instants, puis on avait pris Alban. On était donc avec vous, Caroline. Vous étiez en train de nous présenter les vins d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et oui, bonjour. Bonjour. Alors on m'a dit de venir avec une bouteille, mais je suis venue avec 3 bouteilles. C'est toujours mieux, c'est toujours Parce mieux. que, Vous avez le droit, en fait, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a tellement d'appellations viticoles différentes que je ne pouvais pas juste en prendre une. On en a près de 60 entre les AOC, les indications géographiques protégées. On a 60 appellations différentes, donc j'en ai pris 3. Donc aujourd'hui, 60, c'était un peu trop compliqué. À transporter, oui, Voilà, ça doit mais être je compliqué. reviendrai si vous voulez. Donc vous avez pris de la clairette de Die et 2 bouteilles de vin rouge. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces 3 bouteilles? Bien sûr. Alors oui, pourquoi ces 3 bouteilles? Parce que tous les jours sur notre stand de l'Onothèque Auvergne-Rhône-Alpes, on accueille des vignerons. Aujourd'hui, donc, on a ce domaine-là, domaine Saint-Vincent, qui est venu avec du vin sobre. Donc là, on est du côté des Côtes-du-Rhône. On a la clairette de Die qui est avec nous aussi. Et puis, on a les vignerons ardéchois qui sont présents. Et donc là, le vin rouge, vous pouvez nous parler un petit peu? Est-ce Bien que c'est sûr. plus lourd, par exemple, que la clairette de Die? Alors, on va commencer par les bulles, parce que c'est le matin et c'est Toujours. bien de se réveiller les papilles avec quelques bulles. Oui, on La précise, clairette de on Die. ne boit pas ça avant 11h du matin d'habitude. C'est vrai qu'on... Bah, pourtant, non. non. Ah, Toujours. j'ai rien dit. Toujours avoir modération à côté de soi, c'est très très important. Donc pour se réveiller les papilles, quelques bulles, et justement avec la clairette de Die en douceur, parce que c'est toujours un petit peu sucré, la clairette, c'est fruité, c'est très aromatique, et le matin... Après 11h, donc j'ai bien noté, Pendant en le théorie repas, à la limite. ou en pratique. Le matin, pour se réveiller un petit peu comme ça, se mettre en joie et se réveiller le cerveau et les papilles, les bulles, c'est juste parfait, un peu d'effervescence. C'est exactement ce qu'il nous faut. Ensuite, un peu de soleil. Il faut y penser. On n'est pas tous parisiens, Dieu merci. C'est vrai Donc que un nous, peu de soleil en bouteille. On va partir du côté de vin sobre. On est dans les Côtes-du-Rhône sur une appellation qui est un petit peu montagneuse, mais qui est déjà charpentée, épicée. C'est un peu du velours. C'est comme si on mettait une cape en velours, ce vin. Donc c'est parfait pour la saison en ce moment. Il faut un fauteuil aussi. Pour le boire, c'est mieux. Et puis, un petit peu d'accent aussi ardéchois. Alors, on sait que les urbains adorent l'Ardèche parce que c'est un peu le contraire de la ville. Et je suis partie sur un merlot, donc cépage assez souple, pas trop tannique. C'est aussi un cépage qu'on va retrouver du côté de Bordeaux. Et donc, plein de fruits, plein de bonne humeur, de l'enthousiasme et la générosité des Ardéchois. Et donc, par exemple, si on mange une viande, entre les 2 rouges, du coup, on choisit lequel? Est-ce qu'il y en a un qui est plus léger, plus... Ah oui, pour accompagner les goûtu? repas, c'est Oui, vrai voilà, ça. c'est Alors, ça. vous me demandez
pour accompagner une viande. Mais quelle viande, chère Mélodie? Eh bien, c'est une Est-ce que c'est du bœuf, de l'agneau, de la chèvre qu'on en présente aujourd'hui Pour sur manger le de l'agneau, stand? par exemple, on prend quel Alors, quel agneau, vin? j'irais volontiers sur le vin sobre parce que l'agneau, c'est une viande qui est déjà assez goûteuse. Donc, il faut un vin qui a un petit peu de caractère. En fait, les accords mets et vins, c'est un petit peu comme un couple, ça dialogue. Donc, il faut, face à quelqu'un qui a un caractère un peu marqué, il faut un vin aussi qui est du répondant, on va dire. Donc, vous conseillez celui-ci pour le bœuf et donc l'autre vin rouge. Vous conseillez Sur quelle le viande? merlot, alors pour la tendresse du merlot, on peut aller chercher un veau élevé sous la mer, comme on en trouve plein sur le salon, avec ce côté très beurré, très fondant qu'aura le veau. Ne pas trop cuire le veau pour bien profiter du merlot. C'est pareil, hein, c'est vraiment une collaboration, donc il faut soigner aussi bien l'un que l'autre, que ce soit le mets ou le vin. Ok, et pour la clairette de Die, est-ce qu'on prend Au plutôt du petit-déj. poisson ou non, il fallait- ok, Pas avant 11h, excusez-moi. on a dit, avec modération. Ah, ça Sur dépend une à quelle heure on grasse prend le matinée petit seulement. Ou alors plutôt pour l'apéritif, la clairette de Die. Alors, c'est vrai que comme c'est un vin sucré, souvent on le recommande avec le dessert, hein, mais moi je trouve que sucre dans le verre et sucre dans l'assiette, ça fait beaucoup. Donc je préfère plutôt à l'apéritif ou tout seul en fait, alors pardon, pas après 11h ou 18h30, comme une bière en fait, très frais comme une bière pour vraiment se rafraîchir. Et l'avantage de la clairette ou des autres vins effervescents qu'on peut avoir dans notre région, c'est que quand c'est un petit peu sucré comme ça, on a vraiment l'impression que ça rafraîchit vraiment, ça met du fruit, ça met de l'énergie, ça met de la joie. On a l'impression que les bulles, elles passent dans le corps en entier. Et pour les Auvergnats, est-ce qu'il y a un vin préféré, un vin qui est plus vendu parmi ces trois-là? Non, alors c'est la chance qu'on a sur notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que... Il y a tellement de vins différents. Il y a tellement de vins que- différents. J'aurais pu vous amener du Saint-Joseph aussi, j'aurais pu vous amener du vin de Savoie, du vin du Bugey, du Beaujolais, bien sûr. Donc en fait, Le Beaujolais. Le Beaujolais. Le Beaujolais. Donc non, nos vins, on va dire, sont tellement différents que chacun a son espace et sa clientèle et son moment de consommation. Et est-ce qu'il y a un vin qui est récompensé cette année, un qui est nommé? Alors, les concours sont en cours. Hier, c'était les Ardéchois. Moi, je n'ai pas les résultats encore parce qu'il y a 70 médailles qui sont tombées, donc je les ai pas toutes en tête. Ah oui, quand même. Voilà, et donc chaque jour, chaque vin, chaque appellation a son concours. Il faut suivre ça en fait sur le site du salon par exemple, mais pour l'instant on n'a pas tous les résultats, donc je ne veux pas mettre un vin avant. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour ces concours si vous voulez passer sur le salon. Et sur le puis, salon, on peut Merci. vous retrouver où? Alors vous nous retrouvez dans le hall 3, dans le grand espace de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a tout plein de producteurs, on a des chefs tous les jours qui font des démonstrations, on a des vignerons tous les jours pour vous faire déguster, on a des cuisiniers. On a de la bonne humeur, Oui, parce que on vous a des faites bons du produits, vin. on est sympa. Oui, parce que vous faites du vin avec de la cuisine à côté, en fait, sur le stand. Bien sûr, Directement sur bien le stand. sûr. Ça a l'air C'est pour ça que vous vous connaissez aussi bien en viande et que vous pouvez nous conseiller un vin. C'est ça, c'est-à-dire que je révise tous les jours. Hier, j'ai révisé le fin gras du Mézinc, par exemple. Vous connaissez pas? Ah, du Pas tout. du tout. Du tout. On vous trouvera un producteur. Venez nous voir, on vous trouvera des interlocuteurs, on va faire des interviews Ah bah, en toute tout la cas, journée. vu le Venez stand que installer vous chez avez, nous. bah, c'est sûr, on va venir s'installer. Mais déjà, votre camarade, j'ai l'impression qu'il traîne un petit peu en Auvergne-Rhône-Alpes. Oh, bah, il va sûrement passer. Si ça sent la viande Voilà. et le vin, il va sûrement passer. Ok, ben, on l'attend de pied ferme. Évidemment. Et le vin, Merci on le beaucoup. rappelle, est à consommer toujours avec modération. Et à Merci partir, beaucoup. et dans 16 minutes, pas avant 16 minutes. Ouais, et dans pas 16 avant minutes, 16 vous pourrez minutes, commencer. Évidemment. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Et merci à vous aussi, Mélodie, de nous avoir présenté ces produits. Et le salon de l'agriculture, évidemment, ce n'est pas que de la gastronomie, de la boisson et des animaux. Il y a aussi énormément d'inventions et surtout d'inventions technologiques, notamment pour aider les agriculteurs dans leur travail. Et Yanis Mehdi, lui, est un de nos journalistes. Il vulgarise les techniques agricoles. Aujourd'hui, il s'intéresse à Baoba. Thomas Glavieux, vous êtes avec lui. Et oui, je suis avec lui et également avec Frédéric Mouvier, qui est le cofondateur et président de l'application qui s'appelle Baoba. Il faut que vous nous expliquiez, messieurs. Alors, une application tout en un, polyculture et polyélevage. Frédéric Mounier, comment ça marche ? Bah déjà, ça marche très bien, c'est très simple, c'est une application sur smartphone essentiellement. On peut vous la montrer sur le téléphone portable. Tout est enregistré dans le smartphone pour gérer les cultures et les animaux, et les troupeaux, bovins, ovins et même aussi de la volaille. On a aussi un data lab et des connexions aux outils de la ferme pour que l'agriculteur puisse récupérer ces données facilement. Donc, si je comprends bien, ça va donc de gérer ses troupeaux à sa récolte. Ça fait quoi exactement ?
Alors, toutes les données techniques sont enregistrées très simplement sur un téléphone portable, in situ, en mobilité. Ça révolutionne la façon de travailler des agriculteurs puisqu'ils ont toute leur ferme dans la poche. Et nous, on se charge de valoriser les données des agriculteurs, des fourches jusqu'aux fourchettes, sur toute la filière, en passant par des opérations quotidiennes, opérationnelles, en passant par le partage et la collaboration avec un réseau social, avec les conseillers des agriculteurs, jusqu'à de la traçabilité au consommateur final. Alors justement, cette application est destinée plutôt à des agriculteurs indépendants, des entreprises ou les deux? Alors les deux, on travaille avec des groupements qui sont intéressés pour digitaliser leur filière et les numériser, justement pour pouvoir valoriser tout ça sur toute la chaîne, et aussi pour des agriculteurs indépendants qui veulent travailler avec des outils modernes de leur génération, adaptés à leurs besoins. Et quand vous dites de leur génération, est-ce que c'est même pas l'agriculture de demain, de passer directement via les smartphones pour tout maîtriser, pour tout regarder, pour tout voir? Exactement, c'est toute génération, c'est avec les outils d'aujourd'hui, les outils du 21e siècle, et tout est enregistré sur le smartphone, donc c'est beaucoup plus simple en fait. On appelle ça encore un smartphone, mais ça n'a plus rien d'un téléphone, c'est des mini-ordinateurs sur lesquels on peut faire énormément de choses. Justement, cette transition digitale, comment elle s'est faite dans l'agriculture? Alors l'agriculture, ça a commencé beaucoup sur la partie céréales. Il y a beaucoup de choses de connecter et d'embarquer dans les tracteurs. Et là, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment démocratiser toutes ces innovations sur l'élevage, sur les polyculteurs-éleveurs. Ils ont des enjeux. L'agriculture a de gros enjeux aujourd'hui à relever en termes d'alimentation et même mondiale, d'environnement et de durabilité. Le numérique répond en grande partie et la clé de réponse à tous ces enjeux aujourd'hui. Et rapidement, avant de vous laisser, donc l'application a plusieurs abonnements. Est-ce qu'on peut avoir une fourchette de prix et leurs différences? Oui, je vais vous donner plutôt un râteau plutôt qu'une fourchette de prix parce que tout dépend des abonnements. On a une tarification à la taille du troupeau, non pas à l'utilisateur. On ne veut pas que ce soit un frein à l'utilisation de l'application, le nombre d'utilisateurs, on veut que l'agriculteur l'utilise. Donc on a une tarification à la taille du troupeau qui va de 30 € par mois à 100, voire plus, en fonction de la taille et des modules qui seront pris par l'agriculteur. Voilà. Mais ça aide, en soi, ça aide tellement l'agriculteur, c'est vraiment un ouvrier. C'est un ouvrier, c'est un gain de temps, c'est un gain de temps, c'est un gain d'économie. Il gagne de l'argent, il valorise ses données, il vend plus cher ses produits. On a des cas d'usage où l'éleveur va vendre plus cher au kilo grâce à la valorisation de la donnée, notamment sur des enjeux de traçabilité auprès du consommateur final. Donc pour lui, c'est tout bénéfice en fait d'avoir recours à ce type d'outil aujourd'hui. Ça valorise son travail, ça capitalise toutes ces données au même endroit pour pouvoir valoriser tout ça beaucoup plus facilement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric Mouvier, merci beaucoup Yanis Mehdi qui était venu donc présenter cette application Baobab. Merci à vous deux. À travers champs continue jusqu'à midi. N'oubliez pas la deuxième partie de notre émission d'ailleurs commence très bientôt. Pour l'instant, il faut encore qu'on puisse voir, Thomas, la deuxième région du jour, on a donc vu un peu Auvergne-Rhône-Alpes. Maintenant, on se déplace à l'est. On va même juste remonter. On va remonter. On va passer dans le Grand Est cette fois-ci, avec toute cette richesse et ce patrimoine agricole qu'il y a, qu'il soit aussi bien en termes de boissons qu'en termes d'alimentation. Il y a tout dans la région Grand Est. Il y a tout. Les Alsaciens, les Lorrains, ils ont tout ces gens-là. Et en tout cas, pour présenter donc cette région, Thomas, on commence par retrouver notre reporter spécialiste des régions, Angèle Louis. Rebonjour Angèle, du coup. Cette fois-ci, cette deuxième région, vous avez trouvé une deuxième pépite et elle est cachée à l'intérieur des terres donc, de cette région Grand Est. Elle est même enfouie au fond des bassins du parc aquatique de Lunéville en Moselle. Cette activité a de quoi ressusciter les rêves d'enfants de beaucoup d'entre nous. Chacun a son idole de dessin animé préféré. Hugo, tu connais la vôtre? Oui, moi c'est Hulk. J'ai toujours aimé parce que je lui ressemble beaucoup, je trouve, personnellement. Oui, exactement, mais pas besoin de nous mentir. Je connais votre admiration pour Ariel de la petite sirène. Attendez un peu, vous allez me remercier. Je vous propose de faire du mermaiding ou en français, apprendre à nager comme une sirène. Comme Poséidon, un triton, comme... Exactement, je savais que vous étiez connaisseur. Oui, mais en vrai, je m'y connais vachement bien en sirène. Concrètement, à partir de 7 ans et en sachant bien sûr comment nager, vous pouvez glisser vos jambes dans un costume en forme de monopalme. Pour le reste, on suit la prof pour apprendre à onduler dans l'eau. Et au final, ce n'est pas simplement une expérience, on parle d'un vrai sport.
Fédération, compétition, événements mondiaux, c'est la totale. bah. L'implantation en Moselle est par contre un peu récente, mais la pratique est elle bien plus vieille. Elle a été inventée au Canada, le concept existe déjà aux États-Unis, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Et puis d'ailleurs, si l'aventure sportive ne vous tente pas, on ne sait jamais, eh bien vous pouvez toujours aller admirer les spectacles de professionnels en natation synchronisée. C'est une possibilité. Mais là, C'est très joli aussi. Vous venez juste de me donner envie. Où est-ce que je peux aller prendre des cours? Est-ce que les cours, ça fonctionne en France? Est-ce qu'il y en a déjà? Eh bien, à en croire le site de Lunéville, oui, le prix, 10 € la séance pour s'aventurer au mermaiding. Thomas, il n'y a que 2 cours par semaine. On vous réserve samedi ou mercredi? Eh bien écoutez, je vais prendre mercredi et je peux vous dire qu'en 2024, je serai médaillé d'or de sirène aux Jeux Olympiques de Paris. Et ben, je vous vois énormément en sirène, Thomas. Vous feriez une super sirène. Mais comme beaucoup de monde, je pense. Merci beaucoup, Angèle Louise, voilà pour cette anecdote un peu insolite sur le Grand Est. Je ne savais pas qu'il y avait ça dans cette région. Merci, Angèle Louise. On attaque donc tout de suite la région Grand Est dans À travers champs avec des spécialités tout d'abord gastronomiques. Mélodie Sforza, on vous retrouve puisque vous êtes avec Jean-Marie qui tient un marché avec des douceurs à se mettre sous la dent et notamment des flamencuches. Bonjour Jean-Marie et Mélodie, Bonjour à je tous. vous laisse nous expliquer ça. Donc Jean-Marie, vous vendez et vous cuisinez des flamencuches. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on cuisine une flamencuche? Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire que la flamme-cuche, c'est le produit par excellence donc pour toutes les fêtes populaires en Alsace, hein, donc style les fêtes du vin, les repas de famille, les soirées entre amis. Donc tout ça, donc on a notre petit four dans un coin et puis on prépare les flamme-cuches. Et c'est traditionnel parce que ça se cuisine facilement et assez vite, ou est-ce que c'est la recette tout simplement qui attire les personnes? Ça se prépare très rapidement. Simplement, il faut avoir tous les ingrédients à portée de main. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment on fait ça, la pâte, les lardons? Voilà, Il y en a donc, plusieurs. donc les pâtes, on en a toujours à la maison, hein, donc qui sont façonnées d'avance. Hein, donc c'est une pâte donc à base de farine de blé, donc une pâte qui est très fine, hein, et donc qui se conserve très bien en frigidaire. Donc on pose notre pâte donc sur une grille. On y rajoute une préparation à base de fromage blanc, de crème et donc on y rajoute un peu de noix de muscade. Et après, donc, on rajoute les lardons. Donc ça, c'est la flamme-cuche nature. Hein, donc telle qu'elle, on la consomme. Et après, bien sûr, on peut la décliner en de différentes façons. Donc avec du fromage râpé, avec du minster, c'est ce que je vous ai préparé là tout à l'heure. Et donc en fin de soirée, on peut même faire des flamme-cuches sucrées. Comme donc par avec exemple, des bananes, avec du de Nutella l'ananas. aussi Du Nutella, enfin, on peut mettre tout. je veux dire, Du Nutella, oui, voilà, c'est pourquoi quelque pas chose qu'on n'utilise pas trop, mais ça marche, bien évidemment. Bien évidemment. Ah, donc c'est pas que salé la flamme-cuche. C'est pas que salé. Et même, il y a des expériences dans certains bistrots, dans certains restaurants qui vendent de cette flamencuche où il y a des expériences qui la font flamber devant les gens, je crois. Oui, donc traditionnellement, pourquoi ça s'appelle flamme-cuche? Parce que c'est cuit dans un four à bois. Et Comme donc la pizza traditionnelle. Comme à la l'origine. pizza traditionnelle, mais en sachant que le four, il est différent parce que donc on y met nos bûches de bois et on a un plateau qui sort du bois et donc on dispose la flamme-cuche sur ce plateau et c'est les flammes qui viennent lécher par le dessus notre tarte. Est-ce Voilà. que Thomas, vous voudriez goûter? Mais bien Si on y entendu. est, comme ça, En vous plus, pourrez c'est me dire en goût, c'est une déclinaison, je ne peux pas ne pas goûter. Voilà. C'est obligatoire. oui, on va Voilà. voir comme Donc, à ça. savoir que la flamme-cuche normalement se déguste chaud. Donc là, elle est refroidie. Mais elle a je quand même crois l'air que- délicieuse, hein. on va pas se Donc, mentir. Elle a l'air très très bonne quand même, même froide. hein. Voilà. Donc je vais vous la couper si vous. Et depuis tout à l'heure, je m'entends, mais beaucoup de personnes en France disent une flamencuche. Oui. Et vous, je vous entends depuis tout à l'heure. Oui, c'est vrai que vous une dites flamencuche. Oui, alors. Est-ce que ça vous énerve que les gens ne le prononcent pas normalement? Non, Est-ce que- non. Flamme-cuche, c'est une déclinaison du mot alsacien qui à flammakur. D'accord. On dit en alsacien, donc ça devient flamme-cuche ou flamencuche. On peut dire aussi tout simplement tarte flambée. D'accord. Voilà. C'est moins sexy comme C'est mot, moins tout de sexy. suite, quand même. Je suis d'accord. Je suis Ça peut- d'accord. Et est-ce Donc- que vous avez un petit ingrédient secret spécial de chez vous ou pas du tout? Est-ce que vous avez, je sais pas, Le master. Un master Le master. fermier qui va donner du goût.
Alors, plus qu'un le fromage master, râpé. qu'est-ce que c'est? Le master, c'est le fromage alsacien. D'accord, le fromage alsacien traditionnel qu'on met Traditionnel, sur voilà. celle-là. Voilà. D'accord, ok. allez-y, Alors c'est Thomas, parti pour la vous allez dégustation. Voilà, donc là, Si, c'est parti. Si on a compris. Alors, c'est goûte, c'est... Alors, Voilà. attendez. Alors ouais, donc vous prenez une petite part, Thomas, dites-nous comment c'est. Je la pose là. Parce que c'est vrai que parfois le problème qu'on peut avoir quand on fait ce type de plat ou même des quiches, c'est parfois avec les lardons industriels qu'ils soient trop salés et que ça vienne un peu fausser le plat. Vous, ils viennent d'où ces lardons? Disons que nous, on utilise un lardon qui est fait par un grossiste. Hein, donc, mais on a mis du temps pour trouver le lardon qui nous convenait. Ouais, effectivement, le bon vous avez lardon. raison, que ça soit pas trop salé, Ouais. hein, et que ça prenne pas trop le goût non plus de la préparation. Il faut que ça soit bien équilibré. Et est-ce que par rapport à une pizza où la pâte est un peu plus épaisse, la flamencuche, est-ce qu'on peut dire qu'elle est un peu plus légère? La flamme-cuche est riche en ingrédients. Hein, donc c'est vrai que vous mangez une flamme-cuche entière, généralement, c'est un ça repas. cale, on est calé. C'est un on est repas. taille. Après, l'avantage justement de la préparation très rapide, c'est qu'on peut en manger en début de soirée et on peut en remanger vers les 11h. On vous rasseoir, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de rester. Hein, donc c'est très facile à mettre en route et c'est vrai qu'on la mange vraiment. C'est des soirées qui ne sont pas facilement. forcément très organisées. On le fait en fonction de ce qu'on a envie. Voilà. Je vais goûter également. Bien Vous, sûr. Thomas, donnez-nous votre impression. Alors, je vais vous dire quelque chose de très très simple, messieurs, dames. C'est tout simple. Ce n'est pas du tout la même chose que vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces françaises. Ce n'est pas du tout une flamencuche dans les grandes surfaces. Là, on retrouve vraiment tout, la finesse de la pâte. On sent le lardon qui vient. Et puis surtout, l'ajout du Munster qui vient rajouter la touche fromagère un petit peu plus rehaussée. C'est juste une réussite. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, si on veut manger une flamencuche, on vous retrouve où dans le salon? Donc on est dans le hall 3, donc au niveau du Grand Est. Et donc on est regroupé avec tous les Alsaciens. Donc il y a des vignerons, il y a un brasseur, il y a des eaux-de-vie, il y a la biscuiterie, hein, donc alsacienne. On vous retrouve dans le et hall puis il y 3. a marché de Ricvire, donc on vous fait les bretzels, on vous fait les flammekuches. Plein de repas traditionnels. Et toute la charcuterie traditionnelle aussi. Tout ce qui est typique donc de la région Grand Est. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marie d'être venu nous voir et voilà d'avoir pu nous faire goûter cette délicieuse flamme-cuche du coup, puisque c'est comme ça qu'on dit en alsacien. Et merci beaucoup Mélodie Sforza. Merci à vous. Et tout de suite, on va partir d'ailleurs très bientôt, hein, retrouver Alban Gamet de Saint-Germain qui lui... Il a rejoint la région Grand Est. Voilà, il a rejoint la région Grand Est. Voilà, dans chaque jour, dans À Travers Champs, nous présentons donc 2 régions hein, sur ce plateau du siècle vert. Et Alban Gamet de Saint-Germain, lui, il va vadrouiller, hein, il va sillonner les allées et les couloirs du Salon de l'Agriculture pour pouvoir goûter différents produits de certains producteurs hein, qui, contrairement à vous, par exemple Jean-Marie, n'ont pas pu venir sur ce plateau. Et là, du coup, oui, il va accéder à la région Grand Est, Thomas, et voilà, il va essayer de goûter à la fois question au niveau gastronomique, au niveau de la boisson, et même on l'a vu tout à l'heure, il avait fait quelque chose sur le thé. Ce n'est pas forcément que quelque chose de comestible, il peut y avoir de l'artisanat aussi. Exactement, exactement. Et enfin voilà, Alban se fait son tour de France à lui. Il va voir, il va goûter, il va manger, il va boire, il fait tout, Alban. Et là, il va donc rejoindre la région Grand Est où il va pouvoir aller voir les voisins, les colocataires de monsieur durant 9 jours. Il va pouvoir aller goûter de nombreuses choses. Et voilà, il aime ça. Il n'y a pas que du comestible directement, comme vous l'avez dit, Hugo. Et puis on reviendra aussi donc sur la région Grand Est, puisque Mathilde Couvillère-Flornois va pouvoir nous présenter plusieurs vins. Mais avant ça, donc juste avant de recevoir Mathilde Couvillère-Flornois, c'est le duplex d'Alban Gamet de Saint-Germain. Nous sommes bien connectés à lui. Alban. Oui, Hugo, oui. Je suis donc dans la région Grand Est. Ça y est, on continue ce tour de France. Et Hugo, je sais que vous aimez prendre l'apéro avec modération, bien entendu, mais je sais que vous êtes fan de ça. Et ben, je vous propose de découvrir un élément indispensable pour prendre l'apéro. C'est Bully. Bully, voilà, je le prononce bien, Bully. Et la fête commence, c'est leur slogan. Et Bully vous propose tout simplement des bretzels. Alors, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, c'est ce que vous pouvez voir ici. Donc, je suis en présence d'Alexandre et de Corinne. Et voilà. Ils vont nous présenter un petit peu ce que vous faites. Donc voilà, on est spécialisé dans la fabrication de bretzels. On fait de la bretzel, mais pas seulement. On fait également donc tout l'apéritif. Et je veux vous présenter quelque chose. C'est le rondel, un petit biscuit, pave au sésame,
Simplement, c'est un biscuit où on met moins de sel et le pavot au sésame va vraiment permettre de relever le goût, ce qui donne en bouche une note vraiment fumée. Alors je vous invite une fois à goûter. On va goûter alors. Oui, Alban, du coup, c'est Oui. Il se régale, la Alban. sensation que vous avez là en bouche quand vous dégustez ça. Vous passez votre matinée à manger, en fait, Alban. Ah oui, je fais un métier très dur. Écoutez, c'est très. Déjà, c'est très léger. Enfin, c'est très fin. C'est très fin. On sent bien le côté fumé. Et franchement, c'est bon. Et puis, c'est pas. Enfin, je m'attendais à quelque chose de plus salé. C'est pas si salé que ça. Enfin. De baisser le sel, le pavot au sésame, comme je vous disais, ça va vraiment relever le goût. Du coup, on peut mettre moins de sel. Maintenant, je vais vous présenter aussi autre chose, une exclusivité, tout simplement. C'est le bretzel choco. Alors, on a la chance, Alban. les Les mini bretzel exclusivités chocolat au lait, pour vous. mais chocolat noir également. Et ce qu'on va goûter ensemble, si vous voulez bien, c'est le chocolat noir. Alors, c'est un bretzel salé qu'on va tout simplement envoyer à une chocolaterie et artisanalement, ça va être enrobé de chocolat. Alors, goûtez voir. Je vais à nouveau goûter. Je me sacrifie pour vous, Hugo et Thomas. Ah bon, on fera un peu de sport après le salon de l'agriculture allemand, parce que... Comment À ce rythme-là... Rassurez-nous, le sacrifice n'est pas trop fort quand même. Hein. Et alors La particularité de ce bretzel chocolat, c'est qu'on va avoir d'un côté l'amer du chocolat qui va être un peu contrebalancé par le côté croquant et croustillant du bretzel. Et à la fin, normalement, on va terminer sur une note salée. Et ce que vient d'expliquer Alexandre, c'est exactement ce que je viens de ressentir. Donc le côté chocolat au début, le côté craquant du bretzel, et c'est vrai la touche salée sur la fin. Là, je viens de la sentir parce que je viens de le terminer. Et franchement, c'est super bon. Et donc ça aussi, en fait, à l'apéro, enfin, il y a pas d'heure finalement pour manger ça. Pas d'heure pour l'apéro. Et ce qu'on veut également mettre en avant, c'est simplement on fait de la bretzel, on peut manger de la bretzel pour l'apéritif, mais on peut manger la bretzel aussi sous différentes formes. Et là, en fait, avec le bretzel chocolat, on peut également manger, pourquoi pas, le bretzel au dessert, simplement avec un petit café ou autre. Et très rapidement, on va parler de la fabrique. à Bretzel, très rapidement avec Corinne. Ouais, très rapidement, Alban, s'il vous plaît. On a ouvert en 2017 la fabrique à Bretzel. Donc c'est un espace muséographique qui nous permet de découvrir les coulisses de la Bretzel, la fabrication, les ingrédients et aussi la possibilité d'acheter tous ces produits. Donc on a accueilli en 2019 plus de 20 000 personnes. Donc si vous êtes en Alsace, n'hésitez pas de passer à Gundershofen, à 15 minutes de Haguenau. Ça sera avec plaisir. On existe depuis 1935. Et ça nous ferait plaisir de faire découvrir notre belle région et la bretzel, l'emblème de l'Alsace. Et voilà, le rendez-vous est pris. Est-ce qu'on a le temps de se déplacer encore un petit peu, messieurs? Oui. Oui, Alban, on a le temps. Oui, Alors, je vous entends. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pu parcourir ce stand et nous faire un peu de sucré, un peu de salé. Voilà, c'est toujours agréable et c'est pour ça aussi qu'on aime venir ici au Salon de l'Agriculture, c'est pour trouver les meilleurs produits. Merci beaucoup, Alban Gamet de Saint-Germain. On va vous reprendre dans quelques instants pour cette fois-ci, continuer votre périple au sein du Salon de l'Agriculture. Là, c'était pour la région donc Grand Est et puis on continue tout de suite. D'ailleurs, on va continuer la région Grand Est, donc juste après ça. Mathilde Couvler-Flornoy, donc vous achevez ce tour d'horizon des spécialités de la région Grand Est et vous êtes accompagné de quelqu'un qu'on a déjà reçu sur ce plateau, Jean-Christophe Meyer. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, donc Jean-Christophe Meyer est vigneron indépendant en fait en Alsace et il vient nous présenter son vin, le Gewürztraminer. C'est un vin qui est fait sur 18% des surfaces en Alsace. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un vin typique alsacien? Un vin typique alsacien, je ne sais pas. En tout cas, ça va être le vin le plus connu quand même d'Alsace. C'est-à-dire ça fait maintenant la 24e année que je viens au Salon de l'Agriculture. Et si les gens s'arrêtent sur le stand, c'est pour du Gewürztraminer. Et du coup, c'est quoi la particularité de ce vin? Alors la particularité du Gewürztraminer, ça va être un cépage très aromatique, très fruité. Alors ça dépend les millésimes. Là, on va être sur un grand cru Brandt 2018. Ensuite, on a à la base, on est sur un vin très aromatique, très fruité. C'est un petit peu la base de tous les vins d'Alsace, le côté aromatique et fruité. C'est pour ça qu'on aime les vins blancs d'Alsace. Mais le Gewürztraminer, c'est vraiment sa particularité, c'est ce côté floral. C'est très très floral. On est vraiment sur ça dépend les millésimes, mais on retrouve beaucoup de notes de fleurs, de la rose, de la violette, du géranium, des fleurs très très odorantes.
Et même sur certains millésimes assez chauds, on peut retrouver des notes de litchi, de fruits de la passion. Et si ça rajoute du parfum, est-ce que ça rajoute aussi en termes de goût ou même au niveau de l'alcool, est-ce que ça change quelque chose? Non, pas du tout. Non. Ah non, pas du tout. C'est un vin qui titre maintenant, effectivement, un Gewürztraminer, on va entre 12,5 et 13,5 d'alcool, hein, voilà. Mais c'est vraiment ce côté aromatique et fruité que les gens aiment beaucoup. Et comment on obtient justement ces différentes senteurs dans le vin? Pourquoi une fois ça va être le litchi, une fois un peu plus la fleur Bon, déjà, le Gewürztraminer, comme je dis, c'est le cépage le plus aromatique. Ensuite, si on casse un petit peu le nom Gewürztraminer, on est encore bon. L'Alsace, on était allemand, on était français, donc c'est encore des noms à connotation très germanique. Mais voilà, pour ceux qui parlent l'allemand, le terme Gewürz c'est épice. Et le mot Traminer a été rajouté après, pour faire Gewürztraminer. D'accord, donc c'est vraiment issu de la langue germanique. Ouais, dans les années 1900, les Allemands ont appelé ce cépage Gewürz. Au début, il s'appelait Gewürz. D'accord. Une dernière question, Mathilde, pour Jean-Christophe Meyer. Oui, alors vous avez dit que c'était un vin de soif, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire ouais, non, mais voilà, je vais vous dire, non, voilà, après, effectivement, en Alsace, nous, on aime beaucoup le Gewürztraminer parce qu'effectivement, c'est un vin. Alors, ça dépend de la vinification qu'on peut lui donner. Hein. C'est-à-dire, on peut avoir des notes, il sera tout le temps floral, mais il peut être plus ou moins doux. On peut avoir des Gewürztraminer plus secs en bouche, avec moins de sucrosité. Et on peut avoir des Gewürztraminer à l'extrême, en vendange tardive, en surmaturité, qui sont très très moelleuses. Donc voilà, mais on appelle ça un vin de soif, c'est-à-dire que sur la gastronomie française et alsacienne en général, enfin plutôt, on va dire, on n'est pas vraiment sur un vin de gastronomie, on va être plus sur un vin d'apéritif. En Alsace, ça se fait beaucoup avec une tranche de Kuglopf. Pour ceux qui connaissent le Kuglopf. Oui. Voilà. Mais à l'apéritif, nous, c'est beaucoup un verre de Gewürztraminer avec Kuglopf ou un Bretzel. D'accord, et ouais, c'est ça qu'on prend pour l'apéro, quoi. Voilà, et après on va aussi le consommer beaucoup en dessert. Eh ben, en tout cas, ça a l'air avec l'association avec le délicieux. chocolat, ça se marie très très bien avec un chocolat bien amer. D'accord, donc même avec du chocolat trop sucré. Voilà, non plus, complètement. D'accord, ouais, ok. Voilà. Bah, en tout cas, c'est vrai que ça a l'air délicieux. Merci beaucoup, Jean-Christophe Meyer. Mathilde, où est-ce qu'on peut retrouver le stand de... Dans le hall 3, justement, Le hall 3. et donc la région Grand Est. Très bien, et ben on vous invite donc dans À Travers Champs à rendre visite à Jean-Christophe Meyer et à son délicieux vin, enfin le vin de la famille Meyer, hein, parce que vous faites ça en famille, Tout à fait, Jean-Christophe. ouais. Depuis 1624. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous, merci Mathilde Couvillère-Flornoy. Merci. Thomas Glavieux, on va donc continuer cette émission À Travers Champs. On la continue donc dans la deuxième partie. On va recevoir nos invités. Déjà notre invitée politique. Il y aura donc Eugénia Pomaret, qui est donc directrice de l'UIPP. Est-ce que on rappellerait pas quand même, dans un souci de transparence quand même, ce qu'est l'UIPP pour notre émission aujourd'hui, Thomas? Déjà, c'est ceux qui nous accueillent. Et c'est ça le plus important, c'est nos hébergements. Alors, c'est pas forcément qui nous accueillent, Thomas, c'est qu'ils sont... on est sur leur stand, Voilà, c'est ça? Bien sûr, qui accueillent donc l'émission sur leur stand. Et oui, tout à fait. Donc l'UIPP, qui est donc l'Union des industries pour la protection des plantes, et qui voilà, on va beaucoup intervenir. Donc ça va être l'équivalent de notre interview politique. On parlera beaucoup donc de pesticides, de produits phytosanitaires et de toutes les questions qu'il peut y avoir donc autour de ces sujets-là. Et puis on aura également les frères Bogdanov, Thomas. Les jumeaux les plus célèbres de France, comme vous les avez appelés, lors du lancement général. Voilà, c'est les jumeaux les plus célèbres de France qui clôtureront cette émission de À Travers Champs. Exactement, ils seront avec nous à partir de 11h30. Et puis on va retrouver également dans cette deuxième partie d'émission toujours notre reporter dans les allées et les couloirs du Salon de l'Agriculture. C'est Alban Gamet de Saint-Germain qui doit être d'ailleurs toujours en train de flâner et de goûter un peu. Il batifole. Dans la région Grand Est. C'est ça, voilà, il reste dans cette région stand en stand. Et puis évidemment, voilà, il goûte des produits pour nous. En fait, Thomas, c'est un peu celui qui nous fait vivre ce Salon de l'Agriculture. Exactement, il est reporter sans frontières. Il ne reste pas que seulement dans ce beau hall 4 Alban Gamet de Saint-Germain. Il va nous faire vivre tout cela. Sur la première partie de l'émission, il va au plus proche des producteurs qui étaient aujourd'hui les régions Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que la région Grand Est. Et puis après, sur la seconde partie, il va plus au contact des visiteurs,
de ceux qui viennent voir les animaux. Il va faire quelques expériences parfois. Ouais. Et puis j'ai surtout la chance d'être à sa place à partir de demain. Et oui, voilà. puisque là, Thomas, on va donc se quitter, puisque Non, ça me va être dites la pas ça, deuxième me partie. dites pas Non, ça, ça arrêtez, me brise Thomas. le cœur à chaque fois, Hugo. Ça va donc être la deuxième partie d'Atraverchamp. Mais juste avant, on retrouve donc Alban Gamet de Saint-Germain, toujours en direct du Notre Salon de reporter l'Agriculture. sans frontières. Toujours, messieurs, en direct du salon et toujours dans la région Grand Est. Merci, au revoir. Et puis, j'ai pas pu résister. Voilà, je suis en compagnie de Mathilde et Barbara. Et on va voir un peu le champagne Charles Heston. Il y a un jeu de mots ou c'est fait exprès? C'est un jeu de mots qui a été fait donc en rapport avec les années folles en fait. Donc c'est un petit jeu de mots, effectivement, les années folles, le champagne, tout ça, les bulles. Est-ce qu'il y a quand même quelqu'un qui s'appelle Charles ou il y a... Non, pas du tout, on est une coopérative. Donc du coup on regroupe plus de 100 vignerons avec plus de 100 hectares. Donc non, c'est juste le nom de la marque, voilà. C'est la marque de la coopérative. Charles Heston est la marque de la coopérative. Et du coup, ça fait combien de temps que cette coopérative elle existe? Ça fait combien de temps que vous venez au salon? Racontez-moi tout. Cette année, ça va faire 70 ans et puis pour le salon, je te laisse terminer. Ça marche. Donc la coopérative a aujourd'hui 70 ans en 2020 et donc pour la coopérative, c'est un regroupement de environ une centaine de vignerons pour 90 hectares en Champagne. Je vois en haut du stand qu'il y a beaucoup de médailles d'or. Alors vous nous avez servi deux flûtes. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez la rosée, donc champagne rosé, la Charles Heston rosée, et vous avez le blanc de blanc. Le blanc de blanc, tous deux médaillés. Tous deux médaillés. Est-ce qu'on a le temps de goûter? Vous pouvez goûter très rapidement parce que notre invité politique est arrivé, Alban. Alors, je vais goûter vite fait le... Alors, c'est comment du coup? La sensation en bouche, ça vous fait quoi comme effet, Alban? C'est assez fruité, c'est extrêmement fruité et on retrouve bien le côté un peu sec il y a une partie de fût de chêne et c'est vrai. Après on retrouve le côté pétillant forcément du champagne, mais il y a un côté fruité à la fois au départ et finalement à la fin ça retombe. C'est un peu c'est sec, un peu brut quoi. Voilà. Mais c'est super bon, ça se boit donc bien frais, j'imagine. Voilà, c'est mieux. Donc je pense qu'Hugo, avec tout ça, vous avez de quoi vraiment passer un bon moment entre les bretzels de Bully et le champagne Charles Heston. Finalement, en fait, vous pouvez passer une bonne soirée. Ça a l'air Bien sûr, super. avec modération. L'apéro que vous faites, en tout cas, Alban, a l'air super. J'aimerais bien. Je vous rejoins dans un instant, dès que l'émission est terminée. Merci beaucoup, Alban Gamet de Saint-Germain. On va vous revoir dans quelques instants. Toujours en direct donc des allées et des couloirs du Salon de l'Agriculture. Vous continuez de déambuler. Pour l'instant, on vient d'entamer la seconde partie d'Atraverchamp, toujours en direct du plateau du Siècle Vert, pavillon 4 du Salon de l'Agriculture. Et tout de suite, donc, nous accueillons Eugénia Pomaré. Bonjour déjà, Eugénia. Bonjour. Vous êtes donc directrice de l'UIPP, donc l'Union des industries pour la protection des plantes. Et avant donc de parler un peu produits phytosanitaires, pesticides, enfin l'élevage, et on va parler d'abord de vous. On va vous présenter. Et c'est Paula Monesti-Andréani. Bonjour. Bonjour Hugo. Vous allez donc vous charger de présenter Eugénia Pomaré d'une manière assez spéciale, d'une manière bien à vous, quoi. Exactement. Bonjour Eugénia Pomaré. Donc j'ai décidé de dresser votre portrait inspiré par les étoiles. Donc vous êtes né le 17 février 1966 à Lisbonne, au Portugal, sous le signe du Verseau. Alors chez vous, tout pousse à croire que le Salon de l'Agriculture est la partie immergée de votre engagement scientifique autant que politique. Je m'explique. En tant qu'ingénieur agronome, vous êtes une génératrice du temps long de la recherche agricole et de l'innovation. Vous endossez le dur labeur de servir au mieux l'agriculture avec un grand A. On peut dire que c'est votre côté Verseau. Plus le collectif est grand, plus la cause à défendre dépasse les frontières et plus vous êtes à l'aise et sûr de vous. Le Verseau est un universel, le grand altruiste de notre ère, prêt à s'engager pour sa cause. Le Verseau soigne aussi l'ego, par une dose mesurée d'individualisme.
Certains provocateurs, plutôt du côté du lion, diront sans mesure, avec égoïsme. Mais au fond, ce qui compte, c'est de ne pas céder à la nervosité que le signe du Verseau souffle sur votre chemin. Régi par l'élément air, il éparpille parfois des erreurs. Mais revenons sur Terre, avec la Lune sous le signe du Capricorne. Dans votre carte du ciel, pas de doute. Le secret chez vous tient en une aptitude certaine à la sobriété. Peut-être est-ce la clé des champs. Quoi qu'il en soit, vous gardez le contrôle. Et vous en avez passé beaucoup de ces fameux contrôles. Après avoir été diplômé de l'Institut supérieur d'agronomie de Lisbonne et spécialisé en pathologie végétale, vous partez pour la France. Le glissement politique d'un engagement cosmique se profilait entre les grains de blé que vous étudiez alors. Sous un soleil lumineux en Verseau, vous bronzerez sur les rivages de l'Union européenne et de son idéal de compromis bien à elle. C'est ainsi qu'en 2013, après 20 ans à la FNSEA, vous intégrez l'UIPP, dont vous êtes actuellement la directrice générale. Merci beaucoup, Paula Monesti-Andréani. Quelle plume vous avez. C'est la métaphore filée de l'agriculture est magnifique. Eugénia Pomaré, qu'est-ce que vous avez pensé en quelques mots du portrait de Paula? Bravo, c'est vrai que c'est très bien écrit, très bien dit. Je suis cartésienne, donc l'horoscope pour moi c'est... Ah ouais, c'est pas un franc succès. Mais ça va faire plaisir à mes collègues qui, à l'heure de déjeuner, analysent toujours chaque jour l'horoscope de chaque membre de l'équipe. Ah, j'ai visé juste. Alors. Voilà, tout à fait. D'accord, merci beaucoup Paula Monesti-Andréani. À travers champs, deuxième partie toujours en direct du plateau du siècle vert au Salon de l'Agriculture, pavillon numéro 4. On continue tout de suite donc cette partie politique avec vous, Eugénia Pomaré. On le rappelle, hein, vous êtes directrice de l'UIPP. Et ça tombe bien justement qu'on entame cette interview politique puisque on va parler d'Union européenne. Paula en parlait à l'instant. La France a demandé récemment à Bruxelles le maintien de la politique commune agricole, hein, la politique agricole commune, la PAC. Chaque année, la France perçoit une aide de 9 milliards d'euros de la part de l'Union européenne pour cette aide. Et avec la sortie du Royaume-Uni depuis le Brexit, on le sait, cette aide pourrait bien être revue à la baisse, voire même une forte baisse. On voit ça avec vous. Axel Rebaud, bonjour. Tout à fait, Hugo Franceschi. Eugénia Pomaré, on voit qu'avec 9 milliards d'euros annuels, les agriculteurs français ont du mal à s'en sortir déjà. Comment est-ce qu'on peut faire avec moins ? Je pense que ça va être très compliqué et j'espère que les discussions qui ne sont pas finies pourront ramener un peu plus de budget pour l'agriculture française. Je pense que les agriculteurs le disent et moi je suis convaincue, en étant en amont de l'agriculture et fournisseurs, représentants des entreprises qui fournissent les intrants pour cette agriculture qui est très diversifiée. Alors elle est très diversifiée en Europe, elle est très diversifiée en France. Elle mérite d'être reconnue, que ce soit une agriculture de proximité dont attendent les consommateurs, que ce soit une agriculture vers l'export. Elle a besoin d'être accompagnée, d'être encadrée. Et les agriculteurs méritent, je pense, d'être reconnus pour leurs efforts et d'avoir une politique qui accompagne les investissements, par exemple, dont ils ont besoin. Vous êtes confiante, Eugénia Pomaré, qu'on puisse arriver à renégocier ce budget ? Je pense que ça va être extrêmement compliqué, mais je pense que et c'est aussi l'enjeu pour l'agriculture et je pense pour toutes les filières dans lesquelles nous nous insérons, d'expliquer aux consommateurs. Et là, nous sommes au Salon de l'Agriculture, toutes les occasions sont bonnes. Cet après-midi à 15h, le débat public sur la PAC va être lancé ici, sur le stand du salon de ministère de l'Agriculture. C'est à mon avis, une bonne idée de lancer le débat aussi avec les citoyens qui sont éloignés de l'intérêt de cette politique, qui voient peut-être souvent comme un aspect bureaucratique, ne voient pas trop l'intérêt pour eux au quotidien. Le budget de la PAC concerne chacun d'entre nous parce que c'est nos impôts qui financent cette politique. Mais en retour, les bénéfices que nous en tirons en tant que consommateurs sont énormes. La sécurité alimentaire, il y a les consommateurs, mais pour les agriculteurs qui sont déjà très précaires, leur situation elle est très compliquée depuis des années, ils alertent depuis très longtemps maintenant. On envoie quoi comme message aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit qu'il va falloir encore se serrer la ceinture ? J'espère que si le côté serré la ceinture se confirme,
que l'accompagnement qui peut être ailleurs que la politique agricole, en trouvant par exemple des contractualisations avec des entreprises pour des débouchés alimentaires ou non alimentaires, j'espère qu'on pourra aussi être inventif en France, en Europe, pour accompagner les agriculteurs sur les aspects innovation et des choses qui peuvent être à côté de la PAC. Mais la PAC, elle doit être le socle, elle doit être structurante. Et ces innovations, elles doivent se faire où? Est-ce qu'on doit imaginer qu'on puisse financer de nouvelles manières de penser l'agriculture? On peut penser à un développement de l'agriculture biologique, par exemple? Pas que. L'agriculture biologique, elle bénéficie d'un label et donc elle est connue du consommateur. Donc je pense que là, c'est le marché qui se décidera si le consommateur va s'adresser à ce genre de produit ou pas. Je pense qu'il va s'adresser encore plus qu'aujourd'hui. C'est une tendance qu'on constate tous. Mais à côté, il pourra y avoir d'autres types de certifications environnementales dont on parle en France. Comme lesquelles? La haute valeur environnementale, par exemple, ou la certification environnementale de base qui peut être adossée à un type de production ou à un territoire, qui va permettre de mettre en valeur des produits et d'accompagner les agriculteurs vers une transition. Bon, moi, je pense bien sûr dans mon domaine plus à l'utilisation des produits phytosanitaires, mais on peut imaginer dans les bâtiments, respect du bien-être animal. C'est compatible ça aujourd'hui, une agriculture qui va utiliser donc des intrants, des pesticides, et avec une agriculture biologique plus respectueuse? Alors, l'agriculture biologique utilise des intrants, elle utilise des pesticides. Elle a le droit à une partie de la gamme de pesticides qui sont les pesticides dits d'origine naturelle, comme le cuivre, le soufre, mais c'est une part importante des produits phytosanitaires, des pesticides qu'on utilise en France. Donc il n'y a pas de clivage. L'union que je représente, 19 entreprises, vous avez dans ces 19 les leaders mondiaux de production de cuivre et de soufre, donc pour l'agriculture biologique. Et les agriculteurs biologiques auront besoin de produits. Justement, vous travaillez avec des très grands groupes, vous dites des leaders mondiaux dans l'agriculture. Pour les petits producteurs, les petits agriculteurs français qui sont très nombreux, aussi bien en France qu'au Salon de l'agriculture aujourd'hui, c'est quoi leur solution? Est-ce qu'on ne devrait pas leur proposer une alternative? Les petits agriculteurs peuvent utiliser des produits des grandes entreprises. Il n'y a pas d'antinomie. C'est-à-dire que le petit d'ailleurs, agriculteur... beaucoup d'entre eux aimeraient avoir justement des alternatives, ne plus avoir à utiliser ce genre de produits. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi leurs alternatives? Alors, la demande des agriculteurs, c'est de positionner sur le marché un produit agricole qui répond à une demande. Et c'est ça qui est légitime. Et comme je disais tout à l'heure, on a la chance en France d'avoir une diversité de production qui peut effectivement conduire les agriculteurs à produire pour un marché local, où là, il va être en circuit court. Néanmoins, dans la production des denrées qu'il va mettre sur le marché, il peut avoir la nécessité de protéger ces cultures. Même si c'est je sais pas, des carottes, des navets, des plantes aromatiques. À un moment du cycle de la plante, il peut avoir besoin d'intervenir. Il a besoin de semences certifiées, il a besoin de débouchés, de machines adaptées, la robotique. Donc il faut viser à 360 degrés l'innovation de façon à ce qu'elle... Je comprends votre question, qu'elle n'échappe pas à des agriculteurs qui ont des schémas qui peuvent être différents de l'agriculture conventionnelle telle qu'on l'imagine. Mais toutes ces innovations dont vous nous parlez, avec la mécanisation, avec de nouveaux produits, où on a de la recherche, là aujourd'hui on nous dit les agriculteurs vraisemblablement ils vont devoir se serrer davantage la ceinture. Où est-ce qu'elles vont s'effectuer les coupes budgétaires? Quand un agriculteur est sur un marché, les aides, les accompagnements vont avoir une importance justement dans sa production, mais ce qui est important, c'est qu'il vive de son métier. Et donc c'est la partie commerciale de ce qu'il vend. C'est ça qu'il faudra... Aujourd'hui, un agriculteur français, il peut vivre décemment de son métier? Ça, vous interrogerez les agriculteurs. Nous, en tout cas, on s'efforce d'apporter aux agriculteurs les solutions dont ils ont besoin pour percer sur un marché. Et nous avons sur notre stand des exemples de produits innovants, de biocontrôle qui peuvent répondre à une partie des agriculteurs et aux besoins dont ils ont. Quand ils ne peuvent pas utiliser tel ou tel produit chimique, ils doivent s'orienter vers des produits biologiques. C'est aussi les mêmes entreprises dans notre union qui fournissent ces agriculteurs. Merci Eugénia Pomaré, merci Axel Rebaud.
Eugénia Pomaré, on le disait, vous êtes donc avec nous dans À travers champs, toujours depuis ce plateau du siècle vert que vous connaissez bien, puisque c'est vous qui nous accueillez, c'est le stand au sein duquel vous pouvez nous accueillir. Vous êtes donc directrice générale, on l'a dit, de l'UIPP, le syndicat donc, des entreprises pour la protection des plantes. Et vous, dans ce syndicat, fait partie notamment une entreprise, Bayer Monsanto, qui est un groupe qui a été visé par plusieurs milliers de plaintes par rapport à un produit dit phytosanitaire qu'ils utilisent, le Roundup, qui contient du glyphosate à l'intérieur. En France, Emmanuel Macron est revenu sur sa promesse faite il y a 3 ans, donc d'interdire le glyphosate, et donc il ne sera pas interdit du moins jusqu'à 2021. On voit ça, on va en parler donc avec vous Eugénia Pomaré et avec vous Manon Blangis. Bonjour. Bonjour Hugo Franceschi, bonjour Eugénia Pomaré. C'est une bonne nouvelle pour vous? Le fait que le président et le gouvernement, oui, c'est une bonne nouvelle surtout pour les agriculteurs qui n'avaient pas d'alternative sur certains usages. Mais c'est un produit qui est cancérigène? Non, ce produit-là, il est homologué et autorisé au niveau européen. Et pourtant, Monsanto a été condamné. Alors, Monsanto a été condamné dans un contexte spécifique d'utilisation de produits aux États-Unis et l'affaire n'est pas finalisée parce qu'il y a eu appel et c'est une affaire en cours. Je pense que les conditions d'utilisation des produits phytosanitaires en France et en Europe sont assez différentes de ce qui peut exister outre-Atlantique. En Europe, nous avons un règlement communautaire qui impose pour les entreprises qui demandent à la commercialisation des produits une évaluation préalable des substances actives. Et donc le glyphosate, jusqu'en 2024, est autorisé. Et en France, les entreprises qui commercialisent ce produit... Mais depuis les révélations des Monsanto Papers, est-ce qu'on peut encore faire confiance aux chercheurs des agences européennes? Alors, les chercheurs des agences européennes respectent... Qui ont été compromis par Monsanto Bayer, ça a été révélé dans les Monsanto Papers. Ça, c'est vous qui le dites. Ça a été prouvé. Non, ça n'a pas été prouvé. Ce qui a été, la polémique qui a été générée, c'est qu'une partie du rapport qui a été présenté par les entreprises, encore une fois, dans un contexte qui est très différent de l'homologation européenne et française, que des éléments provenant des entreprises ont été intégrés dans un rapport évalué par l'agence américaine. En France, aujourd'hui, pour vous, il ne faut pas inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi? Non, parce que la France ne peut pas le faire. C'est une décision qui relève de l'Europe et pas de la France. La France, elle peut restreindre une autorisation européenne. La France, elle est tenue par des accords européens. Et elle doit respecter un règlement qu'elle-même a voté en 2009. Et donc, si la France estime que l'usage de glyphosate doit être restreint pour certaines catégories d'utilisation, elle peut le faire. Si, dans les conditions actuelles d'autorisation européenne, la France décide d'interdire, là, elle s'oppose à l'application du règlement. Et donc, ce n'est pas possible en l'état. Est-ce qu'on peut faire confiance encore quand même aujourd'hui à ces grandes entreprises, aux laboratoires comme Monsanto Bayer, ce que vous représentez? Bien sûr qu'on peut faire confiance aux entreprises. J'espère que les consommateurs comprendront que c'est la base de l'innovation et de la recherche. Les produits dits alternatifs au glyphosate que certains espèrent, et même au-delà des produits, des solutions, viendront de ces entreprises. Mais c'est les mêmes qui mettent pourtant, il n'y a pas si longtemps encore, Le Monde révélait que l'UIPP avait déposé une question prioritaire de constitutionnalité contre un article de la loi Egalim. Alors cet article prévoit l'interdiction en 2022 de la production en France et de l'export des substances déjà interdites en Europe en raison de leur toxicité. Pourquoi aller à l'encontre d'un article qui va protéger les populations en Afrique ou en Amérique latine par exemple, soit là où les produits jugés toxiques, qui ont été avérés toxiques, sont envoyés? Alors, les produits dont il est question sont encadrés encore une fois par un règlement communautaire qui permet... Mais ils sont avérés toxiques, ils sont interdits en Europe. Ils sont interdits en Europe, ou plutôt non autorisés en Europe, parce que vous avez des autorisations qui sont en Europe délivrées en fonction des soucis sanitaires que nous avons. Je vous donne un exemple. Mais s'ils sont interdits, c'est une bonne raison? Non, c'est pas... je vous explique la raison. Vous avez des produits qui sont utilisés sur les criquets, par exemple. L'Europe n'a pas de criquets. On n'a pas ce type d'enjeu. Donc le produit n'est pas interdit en Europe. Il n'a jamais été autorisé. Donc ces produits-là peuvent être aujourd'hui exportés, mais pas simplement par la France. Mais ils sont jugés toxiques, ces produits? Non, ils sont jugés, ils ont été non autorisés parce que l'analyse bénéfice-risque
montrent qu'en Europe, on n'a pas besoin de ces substances-là. Mais n'importe quel produit, hein, on a visé la France et c'est pour ça que nous avons conduit une action, c'est que soit le produit pose problème pour toute l'Europe et on arrête à ce moment-là d'exporter pour toute l'Europe. Ce qui va arriver, c'est que la France ne va plus pouvoir fabriquer ni exporter, mais tous les pays de l'Union européenne vont continuer à exporter et à fabriquer. Encore une question, Manon Blangis. Eugénie Poumarev, vous êtes donc directrice générale de l'UIPP, l'Union des industries de la protection des plantes. Est-ce que protection des plantes, c'est vraiment le bon terme quand on sait que les pesticides sont parfois néfastes pour les sols et la biodiversité? Alors, protection des plantes, c'est le terme de trouver des solutions pour l'enjeu qui est la santé végétale. 2020, c'est l'année mondiale de la santé des végétaux. C'est un problème qui préoccupe énormément la FAO au même titre que la santé animale et végétale. Et donc les entreprises que je représente mettent sur le marché des solutions qui peuvent être autres que des produits phytosanitaires d'ailleurs, pour la protection des plantes. Donc l'enjeu est la protection des plantes. Il y a médiatiquement effectivement un focus sur l'aspect potentiellement dangereux de ces produits. Il y a des choses qui peuvent effectivement être améliorées. Mais l'enjeu pour nous, c'est la santé des végétaux. On peut se mettre d'accord sur cet enjeu-là et après discuter des moyens. Merci Eugénie Poumarev. Merci Eugénie Poumarev et merci à vous Manon Blangis. Pourra-t-on un jour sortir ses fruits et ses légumes du toit de son immeuble? C'est la question aujourd'hui que se pose Yanis Darras. C'est un peu l'idée folle qui pousse au sein du Salon de l'Agriculture. Plusieurs stands en parlent, plusieurs agriculteurs également en parlent. Et vous aussi d'ailleurs, vous en parlez Yanis Darras, l'agriculture en ville, l'agriculture au sein des centres-villes. Et oui, bonjour Hugo, bonjour Eugénie Poumarev. Est-ce que vous y croyez réellement à l'agriculture urbaine? Alors, je pense que c'est comme exemple très intéressant parce qu'on fait venir l'agriculture dans les villes et tout ce qui peut contribuer à rapprocher des agriculteurs, des producteurs, de l'opinion publique est toujours bienvenu. Donc ça, je pense que c'est déjà le mérite d'expliquer, de démontrer les difficultés d'ailleurs de mener à bien une production. On a tous tenté de faire pousser des tomates sur son balcon et ça ne marche pas tous les ans. Donc je pense que c'est très intéressant de connecter le consommateur avec la production. Est-ce que cependant ça a de l'intérêt à l'heure où on cherche de nouvelles manières de se nourrir, de manger plus local? Je pense que oui, il peut avoir un intérêt, encore une fois, sur certains types de production, une partie de notre alimentation, mais je ne sais pas dans quel pourcentage. Ça peut être intéressant de tester des choses. On est souvent en agriculture, dans ce type d'agriculture en milieu confiné, un peu comme des serres hors des villes. Et ça peut être intéressant pour tester des variétés, pour tester des approches, des modes de production, des saisons. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'on peut aujourd'hui rêver de villes autosuffisantes dans un futur proche? Futur proche, je pense que c'est ambitieux. Ou alors la ville est vraiment petite, très petite, peut-être. Ça dépendra de la taille de la ville. Ça veut dire quoi qu'aujourd'hui c'est compliqué de se passer d'une agriculture productiviste, en tout cas qui produit dans de grosses quantités? D'une agriculture productive, donc une agriculture qui produit. Je pense que ça sera illusoire d'imaginer d'alimenter le bassin parisien, par exemple, ou Paris, d'alimenter Paris à partir de fermes urbaines. Mais encore une fois, toutes les expériences méritent d'être tentées. Et pour nous, ça peut être intéressant, parce qu'en termes de santé des végétaux, il va se passer peut-être des choses dans ces milieux confinés, et on peut tenter certaines approches. C'est ce qu'on observe déjà sous serre, par exemple. Sous serre. Vous parlez de certaines choses, mais ce sont plus des risques ou au contraire des choses bénéfiques? Non, sous serre, vous avez beaucoup moins de risques, justement. Sous serre, vous avez beaucoup moins de risques. C'est facile à comprendre. Si vous êtes sous serre, il n'y a pas d'insectes, par exemple. Vous maîtrisez, il n'y a pas d'arrivée d'insectes. Donc on pourrait combattre justement avec une agriculture plus urbaine ce genre d'insectes destructeurs par exemple? Non, on pourrait imaginer qu'en agriculture urbaine, sans contact avec le milieu extérieur, vous aurez beaucoup moins d'incidence d'insectes et donc beaucoup moins d'utilisation d'insecticides par exemple parce qu'ils ne sont pas nécessaires. Voilà. On pourra imaginer qu'avec des milieux hydroponiques, moi j'ai vu des choses fantastiques aux États-Unis, on contrôle tellement bien l'alimentation des plantes et la transmission potentielle de maladies qu'on peut s'affranchir d'utiliser tel ou tel fongicide parce que la maladie, elle est détectée très tôt et donc on intervient quasiment à la pince quand les plantules sont très petites. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça crée des petites tensions entre les citoyens et justement les agriculteurs avec peut-être l'arrivée d'un monde plus en tout cas avec des pesticides, une agriculture pesticide en ville? Est-ce que vous n'avez pas peur que justement certains citoyens se posent des questions encore une fois et voient ça d'un mauvais œil par exemple?
Que le citoyen se pose des questions, c'est toujours bien. Qu'on apporte les réponses, c'est encore mieux. Donc non, je vois pas de difficulté et je pense que peut-être même que les agriculteurs conventionnels qui ne sont pas dans ces contextes de production pourraient aussi interagir avec cette production qui répond incontestablement à une demande de consommateurs de proximité. Et cette demande de proximité, bon, si elle peut en partie être approvisionnée par ces fermes urbaines, qui sont d'ailleurs très diversifiées dans ce qu'on peut voir, ça peut être un moyen de nourrir le dialogue entre les agriculteurs et les citoyens. Exactement. Et Paris, justement, essaye de répondre à cette question avec justement son plan Paris Culteur qui prévoit, ils ont débloqué 8 millions d'euros pour ça et ils prévoyaient de verdir 100 hectares dans Paris, dont un tiers serait dédié à l'agriculture d'ici la fin 2020. On voit aussi qu'au Salon de l'Agriculture, bientôt sur le parc de l'exposition de Versailles, on aura une ferme urbaine sur un des toits du salon. Et oui, Hugo, je vois votre air étonné. En novembre. Et oui, en novembre, voilà. Alors, est-ce que Paris, c'est une ville modèle pour vous aujourd'hui ou c'est une ville un peu utopique ? Dans le sens où on vise clairement l'autosuffisance. Là, Paris se vante de pouvoir peut-être un jour Je pense que l'autofisance, c'est utopique, mais il faut de l'utopie et du rêve pour faire bouger les choses. Et encore une fois, pour des entreprises comme celles qui sont à l'UPP, on a testé tellement de choses. Les produits ou les solutions qui arrivent sur le marché, elles ont un parcours de 10-12 ans. C'est-à-dire qu'on a vu des choses en laboratoire, on les a testées, on a testé en combinaison avec parfois la robotique, parfois les drones. On a sur notre stand l'utilisation des techniques par drone. Et on peut imaginer que toutes ces techniques en combinaison entre elles peuvent apporter des solutions. Donc tester en grandeur, en petite surface, pourquoi pas en agriculture urbaine, des choses qu'on va pouvoir après extrapoler sur les champs, ça peut être intéressant. Donc pour vous, aujourd'hui, l'agriculture urbaine ne peut pas se passer de pesticides, même si c'est sur des petites surfaces ? Je pense qu'elle ne peut pas se passer de solutions de protection des plantes pour certaines maladies, probablement. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes expositions aux maladies en ville, j'imagine, notamment au niveau des insectes, par exemple, destructeurs. Alors, c'est pas forcément une question d'exposition. Je ne sais pas si vous avez vu un virus de la tomate qui est arrivé récemment sur le territoire français. Oui, il y a eu un premier cas déjà en France. Voilà, il est arrivé par des plants par des plants qui étaient contaminés. Donc c'est pas forcément quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est transmis par un insecte. Ça peut venir de la semence. La semence peut être contaminée. Le plant peut être contaminé. Donc il y aura toujours besoin, avant de parler de pesticides ou de protection des plantes, il y aura toujours besoin de faire un monitoring de ce qu'on importe, de ce qu'on va utiliser, et puis après, si besoin, intervenir. Merci beaucoup, Eugénia Pomaré, et merci à vous, Yanis Darras. De retour dans À Travers Champs, donc toujours en direct jusqu'à midi depuis le plateau du Siècle Vert, pavillon 4 du Salon de l'Agriculture. On est donc toujours en direct et très bientôt nous serons en connexion avec Alban Gamet de Saint-Germain, puisque voilà, il parcourt le Salon de l'Agriculture pour le faire vivre. Voilà, comme ça, vous qui nous regardez en live sur Facebook, vous pouvez vivre au plus proche des exposants et au plus proche de la gastronomie et de la boisson aussi, mais toujours avec modération, ce nouveau Salon de l'Agriculture, cette 57e édition. Finalement, nous n'aurons pas le plaisir d'accueillir les frères Bogdanov sur notre plateau. Malheureusement, ils ont dû annuler leur visite. C'est pour ça qu'on en avait parlé au début de l'émission et que vous ne les avez pas vus. Voilà, donc désolé pour ceux qui attendaient ça. Sachez également que toutes les chroniques de cette émission, que ce soit avec les producteurs et les productrices qui sont venus sur ce plateau, tout comme l'interview de Eugénia Pomaré, sont à retrouver donc sur notre chaîne YouTube en vidéo dans quelques jours. Il y aura également une possibilité de les retrouver en podcast sur notre site internet fréquenceesj.com ou alors sur Deezer, Spotify, Apple Podcast ou encore Google Play. Voilà, donc toutes les émissions d'ailleurs, et ça va être le cas tout au long du Salon de l'Agriculture, toutes les émissions de Fréquence ESJ et de TV Agri sont à retrouver en podcast et en vidéo. On va voir si la connexion avec Alban Gamet de Saint-Germain est établie. Peut-être que... Ah ben parfait, je vous vois Alban sur mon écran. Alban, oui. Vous êtes donc toujours en train de flâner dans le Salon de l'Agriculture, c'est ça Alban ? Oui, toujours, je vous entends pas très bien, mais toujours donc dans le pavillon 3, où je me balade, on découvre les régions, et là, vous devez entendre, c'est un peu bruyant derrière moi, tout simplement parce qu'il y a une fanfare. Alors, je vais demander
à Théo de montrer un petit peu. Donc c'est la fanfare Clap Fanfare au stand Beaujolais qui est en train de faire un numéro. Et justement, on va avoir. Et ben voilà, c'est parfait. Ils sont en train de terminer. Je vais faire un signe à Adrien. Adrien qui va venir nous présenter. Allez, venez avec moi. On va voir avec Adrien. Donc Adrien, rapproche-toi un peu, Théo. Voilà, Adrien qui va nous présenter. Adrien, ça fait combien de temps que vous faites ça? C'est quoi l'idée de cette fanfare? Alors la fanfare, on fait ça depuis très très longtemps. Ça fait une quinzaine d'années qu'on fait la fanfare ensemble et qu'on vient au Salon de l'Agriculture. Ça fait partie des premières choses qu'on a pu faire tous les ans. C'est un rendez-vous vraiment annuel et très important pour nous parce qu'on vient jouer entre 4 et 8 jours sur l'intégralité du salon. Et c'est toujours à la demande des différents stands, des différentes régions, des différents producteurs qui ont, je pense, compris qu'en mettant un peu d'ambiance, on avait plus de monde qui s'arrêtait et qui pouvait à ce moment-là goûter, acheter leurs produits. Donc c'est une belle manière d'attirer les gens. Oui, ça se voit. Vous voyez, alors Théo va peut-être vous montrer. Là, il n'y a plus personne parce que pour l'instant, il ne joue pas. Mais dès que la musique est partie, en fait, les gens s'arrêtent. C'est vraiment, ça attire l'œil. Et donc cette année, vous êtes au Beaujolais. Ça fait 3 ans que le Beaujolais nous a demandé d'être leur représentant. Donc c'est avec un grand plaisir. C'est une équipe de viticulteurs extrêmement sympathique. Donc c'est la première fois qu'on ne travaille pas pour une région en particulier, mais pour vraiment des viticulteurs qui sont associés. Et c'est hyper chouette parce que l'ambiance est super, leur vin est bon, leur stand est beau, on est vraiment très bien accueillis, donc c'est top. Et vous, là, du coup, l'ensemble de la fanfare, vous venez d'où? Alors on vient, nous, on est 6 musiciens, on vient des 6 coins de France, vraiment tous. Moi, pour ma part, je suis originaire du Limousin. On a vraiment de la Dordogne, on a un Parisien, on a un Breton, un Vosgien, enfin voilà, un Orléanais. Voilà, on est vraiment des 6 coins de France. Et qu'est-ce qui a fait que du coup vous vous êtes retrouvés comme ça? Une bande de copains, ça part ça. On est tous musiciens professionnels, on a l'habitude de travailler ensemble aussi sur d'autres groupes. La fanfare, c'est un moment, ça reste de la musique pro, mais c'est quand même un moment beaucoup plus léger, beaucoup plus sympa. C'est vraiment le plaisir de se retrouver et de bosser ensemble qui fait qu'on est tous là. Et dernière question, on peut vous retrouver donc quel jour, si on veut, si les gens qui nous écoutent et nous regardent veulent venir vous écouter, c'est quand? Cette année, on travaille les 2 week-ends. Donc on est dimanche aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce week-end. Et on se retrouve samedi et dimanche prochain. Mais là déjà aujourd'hui dimanche, on se retrouve jusque tard ce soir, donc n'hésitez pas. Ouais, vous allez mettre l'ambiance. Et Adrien, je te laisse rejoindre tes camarades pour peut-être redémarrer un nouveau morceau. Et vous allez voir, les gens, dès que la musique va partir, les gens vont s'arrêter, ça attire du monde. Et c'est aussi ça le salon, c'est forcément découvrir des régions, passer un bon moment pour vos papilles, mais aussi pour vos oreilles. Voilà, alors que ça démarre. Oui, évidemment. Évidemment, Oui, Alban, oui, Alors, on a un extrait là en direct maintenant? Comment? On a un extrait, Alban, en direct là des musiciens? C'est ça, là ils sont en train de jouer. Je vous avoue, d'habitude je suis bon au blind test. Là pour l'instant, j'arrive pas à reconnaître. Alors. Voilà, ouais. Alors je sais pas laisse, si on entend très bien, hein. Je crois pas qu'on entende très bien de notre côté malheureusement. Donc, je vais pencher un peu le micro. Alors même vous Alban, décidément on vous entend plus beaucoup. Ah ça y est, ça démarre. Et j'ai trouvé, c'est Jean-Luc Lahaye, femme que j'aime. Merci beaucoup Alban, voilà pour cette animation. Évidemment, le salon de l'agriculture, ce ne sont pas que des animaux, des producteurs, des productrices, il y a aussi des musiciens, il y a beaucoup de joie, beaucoup de fêtes, des jeux aussi qui sont organisés, notamment pour les enfants. Vous pouvez en trouver énormément, surtout au pavillon numéro 7, celui des chiens et des chats. Il y a beaucoup d'activités à faire. Même ici au pavillon numéro 4, nous avons un atelier d'apprentis vétérinaires. On va donc continuer dans À travers champs. Alban, on vous retrouvera dès demain pour une nouvelle émission d'À travers champs, mais cette fois-ci pas en duplex. Vous allez présenter l'émission, vous prenez ma place, vous avez le droit, c'est pas grave. On va donc continuer tout de suite, cette fois-ci avec Thomas Quinquis, nos 2 Thomas, parce qu'il y a Thomas Quinquis et Thomas Glavieux qui nous fait le plaisir de revenir. Thomas, vous êtes en train de nous parler de nouvelles technologies, c'est ça? Effectivement, je suis de retour, Hugo. Je suis en compagnie de Thomas Quinquis que vous avez vu hier, mais je suis surtout en compagnie de monsieur Xavier Faure, qui est le cofondateur et directeur technique de l'application pilotersaferme.com. Ça a été une application créée en 2013. Messieurs, expliquez-nous en quoi cela consiste. Je vais laisser Xavier nous dire tout ça. Juste le postulat de départ de pilotersaferme.com, c'est de dire en fait les agriculteurs n'ont pas le temps de en même temps gérer leur exploitation
et s'occuper de la vente de leurs récoltes. Et vous apportez une vraie solution à ça. Exactement, et nous ce qu'on leur ramène c'est un outil d'aide à la décision pour savoir quand vendre leurs céréales. Donc il faut bien comprendre qu'un agriculteur céréalier aujourd'hui il est confronté à la fluctuation du prix de vente du blé. D'accord. Donc pour faire un parallèle, c'est un petit peu comme si votre salaire à la fin du mois il variait du simple au double en fonction du coût d'un indice international du travail. Et donc vous comprenez bien que pour le même travail, si vous pouvez gagner 2 fois plus ou 2 fois moins, votre résultat à la fin, ce qui va rester dans votre poche va être très différent. Et qu'est-ce que vous faites du coup pour éviter ça? Alors nous du coup on a développé des modèles mathématiques qui analysent les marchés. Donc qui vont permettre à l'agriculteur d'avoir une tendance pour savoir dans quel sens évolue le marché, donc de façon 100% rationnelle et automatique, et de façon très simple de lui dire toutes les semaines est-ce que c'est le moment de vendre ou pas une partie de la production. D'accord. Donc de l'aider en fait à faire le lien entre quelque chose qui est très compliqué, qui est financiarisé, où il y a beaucoup d'informations qui viennent influer sur le prix, et de lui amener une aide à la décision très simple et tout de suite utilisable pour lui, à savoir quand est-ce que je vends et quelle quantité je vais vendre en fait. D'accord, donc une aide à la décision, ça veut dire vous lui envoyez une notification. Exactement. Et il y a écrit quoi sur cette notification? Vendez. Sur la notification, il a cette semaine, voilà, c'est le moment de vendre 20%, 30% de la récolte de blé, ou au contraire il faut attendre, ou bien il faut être en veille, ça veut dire qu'on va bientôt se positionner, il faut commencer à appeler sa coopérative, avoir une idée des prix, mesurer le niveau de rentabilité. Est-ce que, Xavier Faure, à tout hasard, vous n'êtes pas un petit peu le trader de l'agriculture? Vous achetez, enfin vous revendez au bon moment. C'est vrai que c'est un peu les mêmes termes. Ouais, c'est un peu les mêmes termes. Tout à fait, mais en fait ce qui se passe c'est que nous on n'est pas trader, on n'achète pas la marchandise. Nous on l'aide à savoir quand vendre. Et il continue à vendre à sa coopérative ou à son négociant. Mais par contre ce qui est vrai c'est que l'agriculture c'est financiarisé. Donc comme on est rentré dans un terrain où il y a la finance, il faut amener des outils de la finance à l'agriculteur pour qu'il puisse se battre à armes égales en fait avec des gens qui ont beaucoup plus de moyens et qui ont beaucoup plus l'habitude de traiter cette volatilité. Parce que sinon l'agriculteur avant il faisait comment avant que vous arriviez? Alors avant qu'on arrive, il y a eu plusieurs étapes. Déjà on était dans une politique agricole qui garantissait des prix, ça c'était jusque dans les années 90. Très bien. Après le marché était très protégé donc les prix étaient linéaires et en fait la volatilité elle existe depuis 2007. Donc ça fait une grosse dizaine d'années qu'il est confronté à ça. Donc il a des outils plus classiques, je dirais, qui vont l'informer sur les marchés, mais pas un modèle comme le nôtre où vraiment on a été très loin dans la personnalisation, puisqu'en fait on connecte les données du marché aux données de la ferme, et du coup l'analyse de marché, elle est liée au niveau de rentabilité, au niveau de compétitivité de l'exploitation, et comme ça on va vers vraiment la personnalisation du quand est-ce que je vends et quelle quantité je vends. Alors là, une dernière question, Thomas Quinquis. Technique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous montrer du coup Oui, tout à fait, ouais. sur l'application? Est-ce que c'est simple d'utilisation? On va peut-être montrer à la caméra. Ouais. Donc c'est une application très simple. Donc l'agriculteur il peut paramétrer sa ferme. Il va définir des objectifs, puisque en bon entrepreneur qu'il est, son objectif c'est de faire plus de produits que de charges, bien entendu. Donc il définit ses objectifs par culture et ensuite voilà, le modèle va le notifier en lui disant, par exemple en blé, il y a une zone de rattrapage, j'ai atteint mon objectif, c'est le moment de me positionner. Et donc le modèle va me renvoyer une réponse en me proposant de vendre là, entre 0 et 180 tonnes. Donc je vais pouvoir simuler une vente, je vais savoir avec des indicateurs simples quelle quantité j'ai déjà vendu, quel objectif j'ai atteint. Donc ça c'est très intéressant pour lui parce que ça lui permet de mesurer en temps réel sa rentabilité et d'avoir une aide sur mesure. C'est un petit peu comme si on était en bourse et qu'en fonction de son profil de risque, si on est sécuritaire, audacieux, équilibré, on ne va pas s'arbitrer sur les mêmes actions, on ne va pas vendre ou acheter au même moment. L'agriculteur, c'est son gagne-pain. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir. Donc il gère de la volatilité de prix, il a l'impact du rendement aussi puisqu'il est tributaire de la météo. Et tout ça, on voit qu'en fait, son chiffre d'affaires peut varier du simple au double pour le même travail et le même coût de production. Juste pour finir très rapidement, c'est une aide donc à l'agriculteur et est-ce que cette aide est payante? Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc on fonctionne, on est comme n'importe quelle entreprise, on n'est pas philanthropique. Et donc c'est disponible sous forme d'abonnement. Et aujourd'hui, on a plus de 1000 agriculteurs qui utilisent nos services. Voilà, et c'est déployé depuis 2013 pour les tout premiers. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Thomas Quinquis et merci également à votre intervenant qui prouve encore une fois que l'high-tech, la nouvelle technologie, c'est un fleuron de l'agriculture également. Il n'y a pas que l'élevage, il n'y a pas que l'agriculture, il y a ça aussi. Merci beaucoup.
Et nous avons retrouvé Thomas Glavieux qui est avec nous. Certes, je ne ressemble pas au Bogdanov, mais c'est un plaisir de vous retrouver tout autant que s'ils avaient été sur le plateau. C'est vrai que voilà, on a eu leur annulation, mais heureusement, ça nous permet aussi de pouvoir refaire encore un tour des régions, de pouvoir regoûter à la fois certaines boissons alcoolisées ou non. Hein. Si c'est alcoolisé, forcément, c'est avec modération, bien sûr. Modération Là, toujours est autour de la table. Vous voyez la chaise de modération, elle est là. Elle nous accompagne toujours. Oui, il y a de la gastronomie, il y a aussi de l'artisanat. Et donc, on replonge tout de suite là-dedans avec vous, Mélodie Sforza. Tout à l'heure, votre productrice que vous aviez amenée sur ce plateau du siècle vert avait apporté une bouteille de vin d'Ardèche. Et maintenant, elle revient avec son producteur. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, alors je vous présente donc Cyril Jacquin qui est donc vigneron en Ardèche et nous a amené donc la bouteille que Caroline nous a rapportée tout à l'heure, l'IGP d'Ardèche. Est-ce que vous pouvez nous la présenter cette bouteille de vin rouge? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, l'IGP, c'est l'identification géographique protégée. Donc c'est un signe officiel de qualité qui a remplacé les 20 pays après la réglementation de 2009. Et donc nous, on produit en Ardèche plusieurs cépages. On a un cahier des charges assez large. Et là, donc c'est le cépage Merlot qu'on a pu mettre dans cette bouteille. Donc c'est une cuvée qui est faite avec une charte entre le vigneron, sa cave et l'union de commercialisation qui permet d'avoir des méthodes autant culturelles que vinification qui sont bien encadrées. Et donc comment on fabrique ce vin-là? Donc on produit d'abord le raisin. Bien sûr. Sous charte, c'est-à-dire qu'on peut aller sur des rendements un peu élevés qui peuvent aller jusqu'à 10 tonnes de raisin hectare. Là, par contre, on demande que le vigneron à 5 tonnes, s'il y a trop de raisins au mois de juillet, on lui demande d'enlever des raisins. On lui demande qu'il y ait une surface foliaire assez importante, de façon à ce qu'on sache que grâce à la surface foliaire, la photosynthèse, il y a une concentration au niveau du raisin. Donc c'est un vin qui est un peu plus concentré que des vins génériques qu'on peut faire. Sous charte, parce qu'on s'engage aussi à le rémunérer à un prix intéressant pour le vigneron aussi, même s'il y a des travaux supplémentaires. Est-ce que ça veut dire qu'il est aussi un peu plus fort ce vin que les autres? Alors fort, ça dépend ce qu'on entend par fort. Je parle en termes d'alcoolémie. Alors il y a une concentration d'alcool effectivement qui peut être plus importante, puisque ça se joue comme dans un verre qu'on y met du sel, du sucre. Plus il y a d'eau, moins on sentira la dissolution. Moins il y a d'eau, plus on sentira la concentration. C'est un vin qu'on boit plus avec une viande, donc une viande comme le veau par exemple, ou plutôt le bœuf. Oui, on peut même par une viande rouge ou un barbecue. Alors comme il est concentré, ça nous permet aussi d'avoir des arômes et des extractions aromatiques plus importantes. Il est fruité et aussi on dit que ce vin il est facile à boire. C'est pas des vins très tanniques par rapport à de la Syrah des septentrionaux ou d'autres régions. Et où est-ce qu'on peut du coup vous retrouver lors de ce salon de l'agriculture pour goûter, pourquoi pas ce vin? Donc on fait déguster, aujourd'hui c'est l'Ardèche et la Clairette de Die, comme a dû vous annoncer Caroline tout à l'heure, sur le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc dans le hall qui est à côté, le hall 3. Et on est là toute la journée pour vous faire déguster les vins. Donc moi, je vous fais déguster les vins d'Ardèche. D'accord. L'Ardèche du Sud. Alors. Merci beaucoup Cyril. Et merci à vous également, Mélodie Sforza. À travers champs, en direct du Salon international de l'agriculture, 57e édition, continue donc jusqu'à midi. On est encore ensemble pour une petite dizaine de minutes. Et ensemble, Thomas, nous allons retourner dans les allées du salon dans pas très longtemps avec Alban Gamet de Saint-Germain. Bien entendu, Alban que je remplacerai demain et qui là profite de son dernier tour d'honneur. Il clôture son week-end tour de certaines régions pour le moment qu'on va continuer de découvrir pendant 9 jours durant ce salon international de l'agriculture. Et on va aller retrouver Alban Gamet de Saint-Germain qui continue de créer des choses. Il se balade dans le salon. Il profite, il se régale. C'est notre reporter sans frontières de ce salon de l'agriculture. Donc voilà, il nous fait vivre de l'extérieur ce salon avec grand plaisir. Avec grand plaisir, et d'ailleurs on aura encore aussi beaucoup de plaisir ici sur le plateau du siècle vert, puisque on a un nouveau producteur qui viendra. Il sera donc accompagné de Thomas Quinquis. En attendant, on est en liaison avec Alban Gamet de Saint-Germain. Qui parle? Il parle avec des filles. Félicitations Alban. Oui, on vous entend bien Alban, vous pouvez y aller. Oui, Hugo? Oui, on vous entend nickel, oui. Vous pouvez y aller. Parfait.
Et donc, vous l'avez dit, je me balade un peu partout et l'objectif c'est de vous faire découvrir tous les pavillons. Alors on sort un peu du pavillon 1, on n'y est pas encore allé, mais on ira avec les animaux. Donc, je suis sorti du pavillon 3 où là il y a toutes les régions et vous pouvez passer un bon moment culinairement parlant. Et puis là je me trouve dans le pavillon 2.2, le pavillon plus tourné vers en fait, tout ce qui va être culture, potager, jardin. Et je suis avec Julie qui est responsable de la qualité et responsable technique dans un collectif qui s'appelle le collectif Nouveau Champ. Et vous m'entendez ou pas? Alors on va essayer de jouer un petit peu. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui Alban, dites-nous. C'est bon. Donc voilà. Donc si vous m'entendez bien, donc je suis avec Julie qui va vous présenter. Alors, on ne vous entend pas très bien, Alban. Parce que on n'entend pas très bien Voilà, apparemment. Bon. Parfait. Je pense que. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ne bougez plus, Alban. Je ne bouge plus. Alors, ce qu'on va faire, c'est du coup, je vais répéter ce que Julie va me dire pour nous présenter donc ce collectif, un collectif qui s'appuie sur le zéro résidu de pesticides. C'est ça. Donc la démarche, elle a été créée il y a 2 ans maintenant. Elle est portée par des producteurs français et l'idée, c'est que tout le monde porte le logo zéro résidu de pesticides sur les fruits et légumes. Voilà, donc la démarche, elle a été créée il y a 2 ans avec des producteurs français. Faut que tu te rapproches un petit peu, Théo, parce que le son, voilà. Tous ces producteurs s'engagent en fait à n'utiliser aucun pesticide. Non, pas tout à fait. Ah, alors, justement, on est là pour apprendre. Voilà, le label, il garantit l'absence de résidus de pesticides dans les fruits et légumes qui sont vendus à les consommateurs. C'est ça, donc en fait je me corrige, enfin Julie me corrige, en fait c'est l'absence de résidus de pesticides dans les fruits et légumes qui sont vendus et donc les producteurs s'engagent à ce qu'il n'y ait pas de résidus de pesticides dans ce que vous mangez au quotidien. C'est ça, et donc pour ça, en fait on est en train de changer les pratiques agricoles, changer toute la consommation agricole de manière à réduire l'utilisation des pesticides. Voilà, alors très brièvement, donc les méthodes, une méthode par exemple pour conclure, une méthode aujourd'hui qui est utilisée pour réduire ces résidus de pesticides. Par exemple l'utilisation de variétés qui sont résistantes aux maladies. Voilà, tout simplement l'utilisation par les producteurs de variétés qui sont résistantes aux maladies et j'imagine travailler aussi avec des produits de saison au maximum. Voilà. Et je pense que c'est bon. C'est déjà bien, Alban. C'est déjà très bien. C'est Oui. déjà très bien, Alban. Merci beaucoup. Pendant toute cette émission à travers Champs, vous avez vadrouillé dans ce salon de l'agriculture pour nous le faire vivre. Voilà, Merci au plus près pour des ce exposants. week-end, Alban. Vous étiez, je le rappelle, accompagné de Thomas Lavigne, qui se trouve à côté de moi maintenant, qui vous accompagnait à la caméra. Et actuellement, là, c'était Théo Grévin. Merci à eux aussi de nous avoir filmés. Et excusez-moi, c'est moi. J'ai des moments d'absence, Thomas, j'ai le droit. Vous avez entièrement le droit. Et vous savez pourquoi j'ai des moments d'absence? Parce que j'ai énormément faim quand je vois ce que nous avons face à nous, 2 grosses tomes de fromage. Thomas Kinkis, vous êtes venu nous présenter ces fromages avec leur producteur Laurent. Bonjour. Oui, je suis venu avec Laurent, déjà Hugo, parce que moi je suis un grand fan de Cantal. D'accord. Honnêtement, j'adore ça. Donc j'ai vu Laurent dans le stand et je me suis dit, il faut qu'il vienne nous présenter. Ah bah surtout ça, oui, ils sont énormes, Alors on en a 2 du coup. Est-ce que vous pouvez le lire, Thomas Alors là, Kinkis? vous avez du Salers ici, et là-bas c'est du Cantal entre deux. Et du coup, Laurent, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence en fait entre les 2 types de fromage? Eh bien, le Salers, il est uniquement fermier, donc il est fabriqué à la ferme. Le producteur traite ses vaches et il fabrique le fromage derrière tant que le lait est chaud. Alors que le Cantal, c'est du lait qui est collecté et transformé dans des petites coopes ou des petits industriels privés. D'accord, et il y a une différence de saisonnalité aussi, je crois. Et oui, le Salers, c'est saisonnier. Dès que les vaches sont dans les pâtures, il faut qu'elles soient à l'herbe. S'il n'y a pas d'herbe, on n'a pas de fromage. Ah oui, d'accord. Et ces fromages, est-ce qu'ils ont une certification, que ce soit AOP ou d'autres? Oui, c'est 2 AOP reconnus, oui. D'accord. Et pour le coup, est-ce que là sur le salon, vous faites du Cantal, est-ce qu'il y a d'autres fromages aussi qui sont faits?
Ici sur le salon, oui, on présente les deux AOP, le Cantal et le Salaire. Voilà. D'accord. Et le Cantal aussi, il y a trois types de Cantal en tout, Oui, c'est ça il y a 3 catégories suivant la durée d'affinage. Donc on en a un Cantal jeune qui a 1 mois d'affinage, oui, qui a un goût un peu lactique, encore tout frais. Et après on a du Cantal entre deux, donc qui est à partir de 3 mois, 90 jours, jusqu'à 180 jours. Et après on appelle le Cantal vieux, sur un fromage qui a vraiment du caractère, épicé, qui a plus de 7 mois d'affinage. D'accord. Bah, on peut peut-être goûter. Ah mais allons, goûtons, Thomas, allez-y. J'avais juste une question parce que je vois quelque chose. Je goûte alors pendant que vous posez votre question. Ne vous inquiétez pas, je vous rejoins dans très peu de temps. Je vois ce petit badge, j'aime le Cantal. C'est une passion depuis quand? Vous aimez votre amour pour le Cantal et depuis, nous, enfin, moi je suis producteur, donc je suis tombé dedans depuis. Et en plus le Cantal, enfin, c'est le département, c'est le même nom que le fromage et c'est une des rares AOP qui est comme ça, donc on mise à fond sur notre terroir. Et concernant plus les récompenses qui peuvent être offertes au salon, il est excellent. D'ailleurs, je dis ça parce que je viens de goûter le Salaire. Je viens de regarder Thomas en faisant. D'accord. Mais là, on se régale. Oui, je crois qu'on est tous convaincus là. En l'occurrence, oui, ce fromage, donc que ce soit le Salaire ou le Cantal entre deux, est-ce que vous les faites participer à des concours généraux agricoles? Demain, il y a plus de 24 producteurs qui ont porté des fromages en Cantal et plus de 20 en Salaire. Donc il y a vraiment une attente et une reconnaissance de notre métier, quoi. D'accord. Comment ça se passe au niveau de la cuisine? Comment vous cuisinez ces fromages? Alors aujourd'hui, c'est vrai que le Cantal a la particularité, c'est qu'il se cuisine très bien, il est fondant, il est vraiment coulant. Et aujourd'hui, c'est une nouveauté sur le salon cette année, on a lancé le burger au Cantal. Ah oui. Et hier, on s'est fait un peu dépasser, donc j'espère qu'aujourd'hui on va maîtriser. Ah bah là, en plus, on approche de midi, là, oui, il est même midi. Voilà. Bah, vous savez quoi, vous allez me retrouver très vite à votre stand en train de manger. On va venir. En tout cas, merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Excusez-moi, j'en ai encore dans la bouche, c'est pour ça. Merci Laurent donc d'être venu nous présenter ces deux Cantal. Et merci Thomas Quinquis. Mais de rien. Et avant de clôturer, même d'ailleurs, pour clôturer notre émission à travers champs en direct du Salon de l'Agriculture, on fait un point avec les activités qu'on peut faire aujourd'hui sur le salon. Et ce point, on le fait avec vous, Thomas Lavigne. Bonjour. Bonjour Hugo, alors du côté des présentations de métiers agricoles, parce que c'est aussi ça le salon, rendez-vous au pavillon 4 pour découvrir en 3D différents métiers forestiers. Vous pourrez visionner 3 films qui vous présenteront les métiers de pilote de machines de bûcheronnage, de travaux sylvicoles ou encore de débardage. De débardage, d'accord. Donc c'est un atelier qui aura lieu au pavillon numéro 4, celui où on se trouve sur le plateau du siècle vert. Et pour les intéressés, voilà, donc le salon de l'agriculture, ça peut aussi être le thème du voyage qui peut être abordé. Tout à fait Hugo, et pour ça, Marie Le Scan vous attend nombreux au pavillon 3 pour vous faire découvrir le littoral breton, activité familiale qui promet de vous immerger en Bretagne grâce à des boîtes de toucher et d'écoute. L'atelier vous replonge dans vos souvenirs en bord de mer et a pour but de faire évoluer vos idées reçues, car la Bretagne, ça peut être le soleil. Les participantes pourront ensuite partager leurs ressentis et leurs envies. Et donc ça se passe au pavillon 3 et puis après du côté des grosses bêtes, ça ce sera du côté du pavillon numéro 1. Oui, et à 14h sur le grand ring du pavillon 1, venez vous régaler dans les gradins pour admirer le concours général de la vache normande. Sélectionné au préalable, ce sera la juge Aude Le Quartier qui départagera les participantes. 40 protagonistes, femelles, un vainqueur, plaisir des yeux garantis. Et il est maintenant midi 2. On sait qu'on a un burger au Cantal à aller déguster dans le hall numéro 3. Et puis, si on a déjà mangé le burger hier ou qu'on veut le manger plus tard dans la semaine, où est-ce qu'on peut se retrouver? Alors, pour les mangeurs de pommes, vous pouvez aller déguster au pavillon 2 les pommes Bio Juliette. Les producteurs sur place pourront vous présenter en détail leurs pommes. Et comme il y en a pour tous les goûts, venez nombreux au pavillon 1 goûter le fromage de Rocamadour certifié AOP comme le Cantal, il me semble. Et donc, le Cantal de Laurent, tout à fait. Exact. Vous pourrez ensuite, si l'envie vous prend, venir goûter des bières de la brasserie Croix de Seine Saint-Denis au pavillon 4 à consommer avec modération. Toujours avec modération, évidemment. En tout cas, merci beaucoup Thomas Lavigne. Voilà, si vous ne saviez pas quoi faire au Salon de l'Agriculture en venant aujourd'hui, maintenant, vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas savoir, ça c'est sûr. Merci beaucoup Thomas Lavigne.
Malheureusement, à travers champs, voilà, bah, c'est déjà fini, Thomas. Les éditions du week-end sont déjà Eh ben, terminées. Malheureusement. les éditions du week-end, exactement. C'était donc la deuxième émission des équipes de Fréquence ESJ et de TV Agri, ici en direct du plateau du Siècle Vert, au pavillon numéro 4 du Salon international de l'agriculture. Une deuxième émission pour une 57e édition du Salon de l'agriculture. Mais de toute façon, on revient dès demain, Thomas. Et on revient dès demain. À votre place, ce sera Alban Gamay de Saint-Germain. À la mienne, Yanis Darras. Et si vous voulez revoir un duo comme le nôtre, vous savez qu'à nous retrouver samedi prochain. Ça va continuer. Voilà, ce sera ne pour jamais le... s'arrêter dans ce salon de Exactement, pour le l'agriculture. dernier week-end. Donc on rappelle que le Salon de l'agriculture est ouvert jusqu'au 1er mars. Hein, je rappelle, puisqu'ils sont encore, il est encore assis à notre table, vous pouvez toujours aller déguster le Cantal de Laurent ou bien voilà, et, prendre en compte toutes les petites informations qu'ont pu nous donner Thomas Lavigne et Théo Grévin sur les activités à faire au salon. Et puis n'hésitez pas non plus à continuer de réagir à nos émissions à travers champs. Donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram, un seul hashtag, Thomas. Le hashtag, le siècle vert, c'est le seul pour pouvoir communiquer avec nous et avec tout le salon de l'agriculture. Exactement, et puis surtout il y a nos lives sur YouTube, enfin plutôt nos lives, on n'est plus en live, on est en live sur Facebook, pardon, mais les vidéos, toutes les vidéos de l'émission sont à retrouver sur YouTube, donc n'hésitez pas aussi à commenter évidemment, et surtout réagissez à l'émission si vous voulez la réécouter en podcast. C'est sur le site internet fréquenceesj.com ou alors sur Deezer, Spotify, Google Play ou encore Apple Podcast. Quoi te dire de plus, Thomas? Maintenant, vous allez devoir nous remercier tous et en plus, vous avez de la chance. À chaque fois, c'est le même merci. Vous avez 3 Thomas en plateau. Donc, voilà, j'ai 3 Thomas en plateau, donc je vais commencer par Laurent. Bien sûr. Non, évidemment, donc merci aux 3 Thomas, mes 3 mousquetaires. Voilà. Thomas Lavigne, Thomas Quinquis et vous, Thomas Glavieux. Donc on vous retrouve demain pour les duplex. Et je serai le reporter sans frontières à partir de demain. Exactement. Et puis à partir de samedi prochain, toujours dans À travers champs. N'oubliez pas, demain, rendez-vous 10h. Salut à tous.